Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Je suis particulièrement heureux de vous retrouver pour cette émission un peu particulière puisque je reçois quelqu'un qui m'a toujours témoigné de sa fidélité. Il s'agit d'Idriss Aberkane. Bonsoir Idriss. Bonsoir Eric, et c'est toujours un plaisir d'être dans ton émission. Eh ben, écoute, c'est parfaitement partagé, donc merci puisqu'on a fait il y a quelques temps un Bistro Liberté qui a encore beaucoup fait parler et donc on était ravis de te recevoir et en plus tu portes à chaque fois bonheur quand on te reçoit. Alors je suis d'autant plus content de te recevoir aujourd'hui qu'on va faire une émission, on va parler un petit peu de tous les sujets avec un peu plus de recul que d'habitude et puis on va parler de ce sujet qui t'est si cher, qui nous est si cher en particulier puisqu'il s'agit de la liberté d'expression. Alors il se trouve qu'en plus récemment, j'ai eu comme tu le sais, quelques actualités qui m'ont un petit peu remis un peu au centre de ce jeu, puisque j'ai interviewé récemment, tu le sais sans doute, Étienne Chouard dans cette émission, suite à laquelle il y a eu des signalements et j'ai donc eu la chance d'être convoqué par la police judiciaire de Paris, donc pour être auditionné en qualité de témoin. Libre. Voilà, libre, je tiens à le préciser, mais enfin ça en dit quand même beaucoup sur le fait que cette émission, je ne sais pas comment il faut le prendre, est finalement assez scrutée à la loupe. Donc je ne sais pas, toi, tu as ressenti depuis quelque temps que ça a changé par rapport à tes émissions, parce que toi aussi tu fais des entretiens. Ouais, d'une façon générale. Alors j'avais eu des émissions qui avaient été limitées en France, surtout quand on parle bien sûr du conflit israélo-palestinien, qui maintenant, alors tu sais qu'il était reproché à beaucoup de gens, soi-disant, de l'importer en France, mais de facto, il était déjà importé, puisque la France a la seconde plus grande communauté juive au monde après les États-Unis, en dehors d'Israël, et la France a une très grande communauté musulmane aussi, qui se sent bien sûr solidaire des Palestiniens. Donc quand on parlait d'importer ce conflit, c'était inévitable, il allait automatiquement être sur la place publique en France. Ensuite, chacune des parties à ce conflit utilise les armes qu'elle a, et là en l'occurrence, c'est ce qu'on a vu avec Étienne Chouard, et je suis sidéré, en effet, moi, du côté justice à deux vitesses, c'est-à-dire que tu as certains signalements qui peuvent prendre des années, même des femmes qui ont été violées et qui peuvent voir le suspect interrogé par un magistrat du siège 5 ans plus tard. Et là, en effet, ça s'est fait à peine 2 mois plus tard. C'est ça a été très vite. Et puis alors moi, à titre personnel, ce que d'ailleurs j'ai dit lors de mon édition, j'étais un peu surpris parce que, bon, sans rentrer dans le détail, on ne va pas non plus rapporter à nouveau les propos justement qui ont valu cette audition. On pourra les mettre en perspective si tu veux, en tout cas. Voilà, mais il y avait eu des propos de Daniel Obono, c'est député LFI, il y a quelques mois seulement, sur Sud Radio. Identique. Et à ma connaissance, j'ai pas l'impression que, en tout cas, cet extrait est toujours en ligne, celui. Parce que c'est qu'une question de rapport de force. Et en effet, là. Daniel Obono s'est exprimé, il a fait plus de 13 millions de vues. Et là, ce qui est quand même étonnant, c'est que voilà, c'est à se demander s'il n'y a pas un deux poids, deux mesures entre les médias mainstream et les médias alternatifs comme les nôtres. J'en suis sûr. Et donc, en effet, ça leur faire peur un peu. Oui, voilà. Mais c'est le constat, c'est qu'en effet, parce que les médias alternatifs aujourd'hui font d'énormes parts d'audience et surtout sont ce qu'on appelle evergreen, c'est-à-dire qu'ils sont sempervirents, comme on dit en latin, ils restent verts toute l'année. On peut voir les vidéos tout le temps. C'est ce qui avait été vu sur Thinkerview, et ce qui est le succès de cette chaîne, c'est qu'on pouvait revoir, contrairement à du C'est dans l'air ou que sais-je, ou Arrêt sur image. Là, on peut le revoir toute l'année quand on veut, le commenter, le reprendre, il peut y avoir des pics extraits d'audience supérieurs dans quelques mois. Exactement. À celui au moment même de la diffusion. Ça peut buzzer par la suite. D'ailleurs, tu sais qu'en ce qui me concerne, j'avais fait une audition au Conseil économique, social et environnemental qui, à notre période, est de plus en plus discutée, comme tu le sais, parce que c'était prétendument un vivier de premiers ministrables d'une part, et puis d'autre part, on se demande si il faut continuer à le financer ou pas. J'avais fait une audition au CESE, Conseil économique, social et environnemental, et elle a buzzé plus tard, 1 an plus tard. Elle a explosé sur Internet 1 an plus tard, sortie de nulle part parce qu'un type en avait fait un short, enfin ça s'appelait pas des shorts à l'époque, mais il en avait fait une version un peu courte qui avait cartonné sur Facebook, qui avait fait 9 millions de vues. Et voilà, ça m'a rendu célèbre du jour au lendemain, ça m'a amené sur tout un tas de plateaux, télé, mais ce qui est etc. encore plus dingue, pardon de t'interrompre, parce que là tu me parles en qualité d'invité, c'est que jusqu'à maintenant, bon, après j'ai envie de dire chacun est responsable des propos qu'il tient. Tu vois, moi par exemple, lorsqu'il y a eu cet entretien avec Étienne Chouard, j'avais pris, et j'assume parfaitement aussi l'initiative, parce qu'il y avait une grande polémique qui était née sur Twitter dans la foulée. J'avoue que j'avais interviewé, si je puis dire aussi, mes avocats, qui m'avaient dit que c'était un peu border par rapport à la loi française, qui est extrêmement restrictive, mais jusqu'à maintenant, j'ai envie de dire, ça se concentrait, et ça se concentre toujours quand même sur les propos du responsable de ses propos. Mais aujourd'hui, être journaliste, moi ce qui m'a surtout halluciné, c'est que j'étais à la fois auditionné, je suppose, en qualité de directeur de la publication, oui, tout à fait. Mais j'étais aussi, en l'occurrence, là, je suis à la fois directeur de la publication et journaliste. Et si tu veux, ce qui est quand même sidérant, c'est que je doive non pas répondre des propos de mon invité, mais on a tendance aujourd'hui
à mettre une pression, une chape de pression sur l'intervieweur, sur le journaliste. Mine de rien, et donc ça devient très compliqué. Sur le conflit israélo-palestinien, d'ailleurs, je vais quand même te demander ton avis là-dessus. Voilà, j'en arrive à devoir prendre des pincettes pour parler de ce sujet. Alors, deux analyses là-dessus. En tout état de cause, comme aiment bien dire les juristes, tu as été auditionné en tant que journaliste, pas directeur de la publication. Je le crois. Sinon, tu aurais été témoin assisté à minima. Et tu aurais pu accéder à toute la procédure, voir le procès verbal, etc. Là, tu as été auditionné en tant que témoin libre. Et donc ça, c'est plutôt l'audition d'un journaliste, pas celui d'un directeur de la publication, qui peut être plus tard condamné in solidum à des dommages et intérêts, etc. Ça peut être même un euro symbolique, c'est pas le problème, mais il peut y avoir une condamnation in solidum au titre de la direction de la publication. Le fait que tu aies été auditionné en tant que témoin libre laisse quand même clairement entendre que tu as été auditionné en tant que journaliste et pas en tant que directeur de la publication. Et ça, c'est quand même, excuse-moi, un peu inquiétant. Oui. Bah alors, à la fois, c'est inquiétant, mais c'est un avantage pour toi parce que ça te met moins en cause. Et donc, c'est moins dangereux pour toi, d'un point de vue directement légal. Mais en effet, ça signifie qu'on va mettre la pression aux journalistes. Parce que, comme tu le sais, toi, aujourd'hui, tous les propos qu'on tient sont scrutés à la loupe. Alors, ma deuxième analyse là-dessus, c'est qu'à mon avis, tu as été victime de l'effet sniper. C'est-à-dire que tu parlais de Daniel Obono. C'est une prise de parole qui est intervenue avant. Tu te rappelles, il y a une scène dans Stalingrad de Jean-Jacques Hano qui raconte quelque chose de vrai pour le coup, où il y a un passage où des snipers vont devoir sauter. Alors désolé, je divulgage à l'audience. Ils vont devoir sauter et s'exposer. En face, il y a les snipers allemands. Le premier qui passe se fait pas tirer parce qu'il faut le temps que le sniper il ajuste son tir. Le deuxième qui passe, il se prend une balle entre les deux yeux. Et à mon avis, ce qui s'est passé aussi, c'est ça. C'est-à-dire que non seulement Étienne Chouard n'a pas le même rapport de force que Daniel Obono, etc. Pas le même appareil de parti, voilà, pas la même chose, l'immunité parlementaire, plein de trucs. Donc oui, il y a ça, il y a l'effet d'opportunité. Mais il y a aussi l'effet de sniper, c'est-à-dire le premier qui passe, on l'a raté, pour toutes ces raisons-là. Le deuxième, on ne le ratera pas. Et à mon avis, c'est ce qui s'est passé avec Étienne Chouard. Alors voilà pour la petite séquence sur moi. On ne va pas parler trop longtemps de ce sujet me concernant, mais te concernant, toi, j'aimerais savoir quel regard tu portes sur l'état de la liberté d'expression en France en 2024. Elle n'a jamais été aussi mauvaise depuis 1945, point. À la limite, avec quelques exceptions du temps de la guerre d'Indochine et d'Algérie, où là, bien sûr, on ne pouvait pas non plus s'exprimer sur certains sujets. Je rappelle que la bataille d'Alger, l'excellent chef-d'œuvre de Pontecorvo, qui a été repris par Tarantino en personne, a été interdit en France jusque dans les années 80, je crois, si ma mémoire est bonne. Donc, et puis tu sais que les cinéastes français n'avaient pas le droit de faire un film où les méchants gagnaient, c'était interdit. Donc quand à chaque fois que tu avais un film où ça parlait par exemple de faire de la fausse monnaie, comme dans Le Cave Sir Beef, Le Cave Sir Beef se termine avec un petit encart qui dit « Il va de soi que tous les protagonistes de cette affaire ont bien été arrêtés suivant les articles du code pénal. » Bon, c'était obligatoire, c'était pas de l'humour, c'était obligatoire. Donc oui, on a eu ces périodes-là. Mais depuis ces périodes-là, la liberté d'expression n'a jamais été aussi violentée en France. Et rappelle-toi l'expression du canard enchaîné, qui reste d'actualité aujourd'hui, la liberté d'expression ne s'use que quand on ne l'utilise pas. Donc on fait bien de l'utiliser, on fait bien d'essayer de repousser les limites, de tester, même si c'est dangereux, même si c'est quelque chose qui peut en effet amener des complications légales. Mais on est obligé de le faire puisque le métier de journaliste nécessite, un minimum, cette liberté d'expression. Après, comme tu le sais, moi je recommande davantage de faire des directs pour cette raison, parce qu'un direct expose moins le directeur de la publication. Mais pas tant que ça, parce que si tu laisses en ligne après, ce que tu disais tout à l'heure, non, il peut être retiré. C'est gravé dans le marbre. Oui, mais si tu laisses en ligne, tu n'es pas responsable pénalement. Il faut qu'il y ait un signalement, et il faut donc que par la suite, ce signalement t'invite d'abord à le retirer. Bon. Ouais. Alors YouTube, il ne t'invite pas, il te le retire direct. Mais au moins, tu n'as pas de conséquences légales. Alors c'est ce qui m'a d'ailleurs interpellé parce que YouTube, j'ai envie de dire, ils sont pas auditionnés. Ouais. Bah oui, bien sûr que non. Alors que parce que dans les conditions générales d'utilisation de YouTube, ils sont pas directeurs de la publication. Donc il y a aucune. Eux, ils seraient auditionnés que si ils avaient. Et l'hébergeur. Ils avaient fait obstacle. S'ils avaient reçu une notification qui leur demandait de retirer un contenu et qu'ils n'avaient pas, on a appris récemment que Free, je crois, de Xavier Niel, hébergeait un. Alors c'est pas récent. C'est une étude au Québec qui démontrait en effet une énorme étude sur les contenus pédopornographiques dans le monde, qui avait démontré qu'en effet des serveurs sur Free en hébergeaient plus de la moitié d'après eux. Je laisse la responsabilité à cette étude. Et en effet, dans le cas de l'arrestation de Pavel Dourov, dont j'imagine qu'on va reparler, eh bien, ça interroge, puisque là aussi, on voit deux poids, deux mesures, une justice à deux vitesses. D'un côté, quelqu'un qui est inculpé immédiatement. Tu sais qu'en France, on ne dit plus inculpé. Parlons de Pavel Dourov.
Donc pour les gens qui nous rejoignent ou qui n'auraient pas forcément pendant les vacances suivi cette histoire, parce que c'est arrivé finalement un peu en queue coup de tonnerre dans un ciel serein, ouais. comme on dit. Voilà, il arrive avec son jet privé et à peine sorti de l'avion, il est donc embarqué. Alors, il a déclaré qu'il était invité à dîner avec Emmanuel Macron, ce qu'Emmanuel Macron a... démenti. J'y crois complètement, mais c'est un démenti d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que ça vaut, un démenti, au bout d'un moment un démenti dans qu'ils viennent me chercher, les gilets jaunes, etc. Enfin, qu'est-ce que ça vaut, un démenti de la Macronie aujourd'hui, sincèrement. J'y crois d'autant plus qu'il avait déjà déjeuné avec Emmanuel Macron à plusieurs reprises, et que l'Élysée s'est senti très embarrassé par ça, puisque l'Élysée a fait un communiqué en disant... Puis il est français. Oui, il est français, j'allais y revenir. L'Élysée s'est senti embarrassé d'avoir déjeuné avec Emmanuel Macron parce que ces déjeuners n'étaient pas à l'agenda. Donc il n'avait pas mis dans l'agenda officiel, mais il y avait des témoins, ils ont quand même dû l'admettre. Par contre, ils ont dit, nous démentons l'assertion multiple. Il y en a eu un ou deux, disent-ils. Mais ils ne savent pas. Enfin, ils savent, mais ils ne veulent pas dire 3, 4. Donc déjà, ça c'est grave. Il avait bien déjeuné avec Macron. Je veux tout à fait croire qu'il ne serait pas venu comme ça à Paris sans avoir un contact avec la Macronie. Et en effet, il avait été naturalisé d'honneur avec un citoyen d'élite, en quelque sorte. Il a eu un processus de naturalisation exceptionnel. Et il avait francisé son nom, sachant qu'il parle français couramment, puisqu'il est philologue formé à l'université de Saint-Pétersbourg, qui est une des meilleures facs de philologie au monde depuis 100 ans. Et il avait donc changé son nom en Paul Durov. Particule au passage. Non, petite particule, oui, parce qu'il s'appelle Pavel Durov. Donc bon, c'était très classe de toute façon, la particule vaut plus rien non plus, puisque la République ne reconnaît pas les titres de noblesse. Je rappelle Giscard d'Estaing, le fameux cas où Giscard d'Estaing, ministre des Finances de Gaulle, demande un emprunt Giscard, et De Gaulle lui répond « c'est un joli nom d'emprunt ». Donc fondamentalement, Pavel Durov était très bienvenu, était spécialement bienvenu en France. Et puis du jour au lendemain, c'est devenu le sulfureux Durov, c'est devenu le méchant Durov, les médias lui taillent un costard en permanence, alors que c'était quelqu'un qui était présenté par les Échos comme un défenseur de la démocratie et de la liberté d'expression. Les Échos titraient en 2018 que Telegram était la cible des régimes totalitaires. Et que, pas de ça chez nous. Nous, on est la France, cocorico, liberté d'expression, tout ça, tout ça. Et donc, bien sûr, nous, on va pas arrêter Pavel Durov. Bon, à peine 6 ans plus tard, on voit que le vent a tourné et que Pavel Durov est l'ennemi public numéro 1 aujourd'hui. On rappelle un petit peu Telegram, parce que c'est vrai que finalement, c'est une messagerie archi-cryptée. C'était archi, la messagerie peut-être pas, la plus mais sécurisée, d'après toi je dirais quand même Signal, mais même, de toute façon, il faut être mais clair. Signal est infiltré par la NSA, mais à dis mon ça. avis, Telegram peut l'être aussi. Si la NSA a poutré, comme disent les hackers, Signal, à mon avis, ils l'ont fait aussi pour Telegram. Telegram est une application très cryptée, pas partout, mais elle a du cryptage de bout en bout, end-to-end encryption, sur certains fils, sur certaines conversations. Et en effet, ces moyens de cryptage sont très bons. C'est exact, c'est un bon standard dans l'industrie. Bon, les hackers utilisent autre chose. Mais ça se trouve, Emmanuel Macron et certains ministres devaient peut-être utiliser... C'est même sûr. C'est même certain, puisqu'on a des témoins qui nous ont rapporté avoir eu des conversations avec qui des conseillers de Macron, qui Macron directement sur Telegram. Et que la Macronie encourageait ses membres à utiliser Telegram. Donc, je rappelle que Vladimir Poutine a donc déclaré à tous les hauts fonctionnaires russes qu'ils devaient effacer leurs messages de Telegram. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez important. Pour l'instant, les clés de cryptage sont dans la fondation de Pavel Durov et sont contrôlées par son frère, qui est le programmeur de la bande. Mais à mon avis, oui, il y a des choses dangereuses dedans. D'ailleurs, il avait été, je rappelle, approché par la DGSE aux Émirats Arabes Unis, qui était venu le voir, qui avait d'ailleurs pénétré son téléphone. Donc il y avait eu une pénétration illégale de son téléphone par les services français et les services émiratis. Et aujourd'hui, les Émirats Arabes Unis font tout pour récupérer Pavel Durov, parce que pour eux, ça leur fait une très mauvaise publicité. Les Émirats veulent montrer qu'ils sont capables d'attirer et de protéger les milliardaires du monde. Quelqu'un comme Pavel Durov qui prend la nationalité émirati, c'est exceptionnel pour eux. C'est une publicité remarquable. Jamais Zuckerberg prendrait la nationalité émirati. Jamais Elon Musk prendrait la nationalité émirati. Pas plus que Xavier Niel ou même Daniel Kretinsky ou qui on veut. Mais là, Pavel Durov prend la nationalité émirati après avoir pris la nationalité de Saint-Kitts-et-Nevis et d'autres. Et ça, c'est une publicité spectaculaire pour les Émirats de dire « Regardez, les milliardaires, venez chez nous ». Si demain, on voit que les Émirats sont impuissants à protéger un de leurs ressortissants à qui ils pourraient donner l'immunité diplomatique d'un claquement de doigts, eh bien, les Émirats vont avoir une très mauvaise publicité. C'est pour ça qu'ils se battent aujourd'hui. Et juste pour terminer, les allégations selon lesquelles les Émirats auraient pu annuler la commande des Rafales
sont fondées. Elles ont été présentées comme fausses, voire complotistes. Elles ne sont pas officielles pour l'instant, mais des gens très renseignés ont confirmé que ça avait été évoqué aux oreilles de la Macronie, parce que oui, ce contrat est signé, oui, les Rafales sont en construction. Mais bon, on parle d'un pays souverain en face qui peut renier sa parole sans problème, qui peut dire écoutez, pour l'instant, on ne vous les a pas payés et on ne va pas tous vous les payer. Et ça pourrait faire très mal en effet à la France. Donc il y a des leviers aujourd'hui entre les Émirats, la Russie et la France. Et à l'inverse, de la même façon que tu disais que c'était en termes d'image pour les Émirats ou pour Dubaï, nous en France c'est désastreux cette image pour la French Tech. C'est terminé. De toute façon, la French Tech, alors j'écrivais, donc, comme tu le sais, en 2016 dans Le Point que la French Tech était une arnaque, dès le début, quand elle était là pour lancer Macron, bien sûr, l'arnaque de la French Tech, 2 éditoriaux que j'ai connus. Xavier Niel d'ailleurs qui était en pointe. Bah, c'est normal, parce que lui il avait à y gagner, mais je pense qu'il était le premier à savoir que ça irait pas très loin, parce que c'était, comme d'habitude, c'est une Silicon Valley, ça se décrète pas. C'est comme la fraternité, ça se décrète pas. La liberté, tu peux la décréter. L'égalité, tu peux la décréter. Mais la fraternité, tu peux pas la décréter. Tu peux pas dire fraterniser entre vous. Tu vois, c'est la loi. Je vous force à fraterniser. C'est pas possible. Une Silicon Valley, ça se décrète pas. L'État ne peut pas faire émerger une Silicon Valley. Ça me fait penser, tu sais, à l'arganier chez les Marocains. C'est cet arbre qui produit donc l'huile d'argan. Il ne peut pousser que s'il y a une symbiose avec un champignon local dans le sol. Ce qui fait que c'est un arbre, qui est d'ailleurs un sujet très patriotique aujourd'hui. Il pousse qu'au Maroc, mais aussi un peu en Algérie. C'est pour ça que je dis patriotique. Mais les Israéliens ont tenté de l'implanter et ils ont échoué. Parce qu'il n'y a pas dans le sol la bonne variété de champignons pour implanter l'arganier. Et bien les Silicon Valley, c'est pareil. Il faut une culture de la prise de risque. En France, c'est ce que disait Steve Jobs dès 84. Quand on se plante, on est grillé à vie. Quand tu craches une entreprise en France, t'es cuit, c'est terminé. En France, aux États-Unis, ils passent leur vie à échouer. La Silicon Valley, c'est un cimetière d'entreprises. Donc, c'est la culture qui manque pour avoir une Silicon Valley. La French Tech n'y a rien changé, parce que c'était que de l'entre-soi, comme à la française, toujours. On essaie de régler les problèmes à la française. De l'entre-soi, centralisé, pyramidal, avec l'État qui décide quelle start-up on doit encourager et quelle start-up on doit décourager. Moi, j'ai jamais vu une seule subvention, la French Tech de ma vie. J'ai 2 start-up en France, qui fonctionnent bien d'ailleurs, et je ne veux surtout pas que la French Tech vienne y mettre ses doigts, même si elle me met 1 million demain. Je le refuserai. Parce que je sais très bien que quand on prend 1 million de la French Tech, on a des gens qui sont complètement incompétents, qui sont des hauts fonctionnaires, qui ne savent absolument pas gérer une entreprise, qui n'ont pas de skin in the game, qui viennent et qui ne sauront pas faire fonctionner nos boîtes, et qui en plus, pour eux, leur plus grand rêve, c'est qu'on se fasse racheter par une boîte du CAC. Il faut être un peu débile quand même. Je veux dire, Airbnb, leur rêve, c'était pas d'être acheté par Marriott, comme disait le journaliste John Evans chez TechCrunch. Donc, la French Tech ne pouvait pas marcher. Aux surprises, elle n'a pas marché. Mais avec maintenant l'arrestation de Durov, en effet, même Musk ne foutra plus les pieds en voilà, France. j'allais t'en parler d'Elon Musk, parce qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est le prochain sur la liste. Oui. À l'approche des élections américaines d'ailleurs aussi. Tu es très actif sur X. Il y a quand même, avant de parler du cas Elon Musk, depuis qu'il a repris Twitter, justement devenu X, les choses quand même avaient l'impression de s'être un peu améliorées quand même en matière de liberté d'expression. Oui et non, tu as eu le cas de Breton. Oui, donc, alors, sur X, il est exact que maintenant, par exemple, sur X, tu peux déclarer que l'inoculat Pfizer n'était pas efficace contre la transmission et tu n'auras pas un petit encart de l'OMS qui sera imposé à ta publication, comme c'est le cas, par exemple, j'ai interviewé Didier Raoult dernièrement sur ma chaîne, immédiatement un encart de l'OMS, consultez Wikipédia et l'OMS pour les vaccins Covid. On ne parlait même pas du Covid, on parlait du monkeypox. C'était sur quelle plateforme ça ? C'était sur YouTube. Mais si tu fais ça sur Instagram, c'est pareil. Et sur TikTok, certainement aussi. TikTok qui est passé en commission d'enquête, bien sûr, aux États-Unis. Et donc Xavier Niel est devenu d'ailleurs en France, ouais. Du conseil. C'est une des raisons pour lesquelles TikTok n'a pas été interdit, parce que des proches Trump voulaient interdire TikTok. Et des proches de Donald Trump ont acquis des parts de TikTok. Je crois pour 15%, une très grosse acquisition de parts. Et donc à ce moment-là, minoritaire quand même. C'est-à-dire que c'est quand même les Chinois. 15%, alors c'est les Chinois, mais c'est basé à Singapour. Mais oui, en effet, moi je ne fais pas confiance à TikTok. Mais de toute façon, il faut faire confiance à aucune plateforme techniquement. Mais c'est vrai que la liberté d'expression a considérablement augmenté sur X, c'est exact. Pas complètement, si tu vois ce que je veux dire. Mais en tout cas, sur par exemple le Covid, oui, on a constaté un vrai changement. Et pas que, sur l'affaire du portable de Hunter Biden, qui était censuré par Twitter et que X autorise aujourd'hui, parce que, en effet, Musk est un soutien de Trump. Donc on a eu un changement de paradigme. Maintenant, si Musk arrive dans l'administration américaine, là, il sera intouchable en France. Là, c'est même pas en rêve, ou comme disait Mohamed Ali, s'ils l'arrêtent dans leur rêve, ils lui demandent pardon en se réveillant. Parce qu'on n'arrête pas un membre de l'administration américaine en Union européenne. On est quand même un espace vassal.
L'Union européenne est vassalisée. Alors, L'Union justement, européenne, parlons-en un peu de cette Union européenne. pour les dire simplement, il y a l'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident. L'Empire romain d'Orient, c'était Istanbul, Byzance, Constantinople, fondé par Constantin, et l'Empire romain d'Occident, c'était Rome, Ravenne, Milan, les 3 capitales. Aujourd'hui, on a l'Empire américain d'Occident, qui est Washington, et l'Empire américain d'Orient, qui est Bruxelles. Donc l'Empire américain d'Orient ne va pas arrêter un membre de l'Empire américain d'Occident. C'est mort. Donc si Musk arrive à des responsabilités politiques aux États-Unis, ce qui semble être le cas, en tout cas il semble y être destiné. On lui a proposé, c'est ça, Trump a dit il a qu'il accepté. était Il a accepté, il s'en est vanté. Et tu y crois, ça, vraiment? Alors, non seulement j'y crois, mais je pense qu'il en a très envie. Parce qu'en fait, Musk, il faut comprendre ce qui le motive. C'est un autiste Asperger, Aspi, comme on dit. Et, c'est vrai, on a tendance à l'oublier, ça. Bah oui, mais c'est intéressant parce que... Qu'est-ce que c'est, l'autisme Asperger? Alors, c'est souvent corrélé, pas tout le temps, mais à des manies, en quelque sorte, à des concentrations. Pour pas dire manie, c'est vulgaire. Parce que c'est vrai que là, pour le coup, je vais défendre Greta Thunberg, ce que je fais rarement, mais en effet, ça donne en quelque sorte des super pouvoirs. C'est-à-dire que j'ai un ami qui est Aspi et qui est mathématicien. C'est l'immense chercheur Kamel Kashour, remarquable. Alors, c'est un des plus grands experts au monde en théorie des catégories sur un sujet très très précis. Et et c'est justement parce qu'il est Aspi qu'il a pu atteindre ce niveau de perfectionnement et d'abstraction. Et ça lui donne en effet une sorte de super pouvoir. C'est-à-dire qu'il peut atteindre un niveau de concentration en mode laser sur, en l'occurrence, le sous-domaine dans lequel il travaille en théorie des catégories, qui le rendent meilleur que des équipes de 15 ou 20 personnes. Et Musk, c'est ça. Quand il a décidé de concentrer son énergie sur quelque chose, il atteint un niveau de focus qu'aucune personne n'atteint. D'ailleurs, on le voit par exemple avec Amazon, enfin Jeff Bezos, qui s'intéresse à l'espace aussi, mais Jeff Bezos, il s'intéresse à l'espace en dilettante. Jeff Bezos, c'est un touriste, il est sur son yacht, il a ses ingénieurs, il regarde un peu les lancements, mais il ne saurait pas expliquer comment fonctionnent les lanceurs qu'il utilise. Alors que Musk, je crois que oui. Ah, mais c'est pas je crois. Tous les ingénieurs qui travaillent avec lui le confirment. Et dans ses biographies, les témoins le confirment. Certains journalistes aux États-Unis, les mauvaises langues disent oui, il connaît rien. Non, c'est pas qu'il connaît rien. Ce mec, il a le niveau de breveter des solutions qu'il a déployées. C'est absolument pas quelqu'un qui laisse tout faire à ses ingénieurs. Il oriente la recherche, il la dirige. C'est le meilleur maître d'œuvre au monde. Il arrive à faire des choses à ses ingés que personne d'autre n'arrive à faire. Et quand il est concentré sur quelque chose, c'est extrêmement difficile de le battre. Il y a un côté Lionel Messi chez lui. C'est vraiment, qui est autiste aussi d'ailleurs. Lionel Messi, beaucoup de gens ont dit très certainement qu'il était du spectre autistique. Donc Musk, qu'est-ce qui le motive? Un des trucs sur lequel il a une revanche à prendre, c'est le wokisme. Le wokisme le rend fou. Et il l'a dit, je veux éradiquer... Oui, mais lui, il est déterminé. Parce qu'un de ses fils a changé de sexe et ne lui parle plus. Et donc, il avait perdu son fils. Il a dit, j'ai perdu mon fils. Il a dit, on appelle ça le dead name. Tu sais, quand tu changes de sexe, tu perds ton nom, enfin, tu abandonnes ton nom, tu considères qu'il est mort. Donc, tu appelles ça un dead name. Tu es mort, tu reviens plus en arrière. Et Musk, ça l'a traumatisé, cette idée que son fils, maintenant sa fille, ait eu un dead name. Et d'ailleurs, ait perdu aussi son patronyme, puisque sa fille, maintenant, ne veut plus lui adresser la parole. Et Musk tient pour responsable ce qu'il appelle donc le woke mind virus, le virus de l'esprit woke. Et là, il a décidé de l'éradiquer. Et pour ça, ça passe par un côté très mileïste, comme Javier Milei en Argentine, le afuera. Tu sais, quand Milei était là avec tous les ministères, là, il prenait les magnets et il disait afuera, ça dégage, ça dégage. Et ça, c'est ce que veut faire Musk, parce que c'est ce qu'il a fait chez X. Il a licencié 85%. Musk, c'est ça qu'il fait. Il vire d'abord quasiment tout le monde, et ensuite, il réembauche les gens vitaux. C'est comme ça qu'il sait qu'ils sont vitaux. Quand il voit qu'il ne peut rien faire sans eux, ça se voit que vous êtes vitaux. Les autres, vous ne servez à rien. Et ce n'est pas que vous servez à rien dans le sens le salopard de patron capitaliste, ce que Musk peut être, attention. Il y a des tas de trucs pour lesquels je ne suis pas d'accord avec lui, notamment les licenciements qu'il a opérés chez Tesla alors que Tesla faisait des bénéfices records. Ça, les Américains s'en foutent complètement. Moi, ça me choque. Mais bon, ça lui appartient. Cependant, son approche, pour X Twitter, c'était de dire il y a des gens qui sont payés à censurer. Et je ne sais pas lesquels c'est, parce que certains ont des intitulés de poste, ils ne vont pas marquer « je suis censeur en chef », d'accord ? C'est « je suis programmeur, lead développeur, front-end développeur, etc. » Donc il a jarté tout le monde, et après seulement, il a récupéré que les gens très importants. Et X a mieux marché, parce qu'on avait en effet une énorme masse de gras chez X qui était là pour censurer, qui était là par le FBI, qui était payé par les... C'est illégal, parce que c'est les actionnaires de X. X était coté en bourse. Donc on avait des gens qui bossaient pour le FBI en étant payés par X. C'est pas possible, ça. Et les actionnaires auraient pu porter plainte
aux États-Unis pour fraude, stock fraud, pour fraude aux actions. Donc, Musk a une revanche à prendre et Trump a été très impressionné par son traitement, son dégraissage de Twitter. Il se dit, on va faire la même chose avec l'État américain, l'État fédéral, parce qu'ils sont réganiens tous les deux. Make America Great Again, c'est Ronald Reagan qui dit ça. C'est un slogan qui est porté par Ronald Reagan au départ, pas par Donald Trump. Et donc, sauf que Ronald Reagan ne le mettait pas sur une casquette, tu vois. Mais Ronald Reagan disait juste, voilà, nous allons Make America Great Again. Et Trump veut faire comme Reagan, et Reagan disait, plus l'État est petit, plus l'Américain est libre. Donc, big state, big government. Et Musk, il va passer par là. Ouais. Et si on met d'un côté... Son bras de fer avec Breton, t'en as pensé quoi? C'est pitoyable. C'était quand même celui qui en a le mieux parlé, c'est Fabrice Epelboin. Donc, à tout seigneur, tout honneur, je vais rappeler ce que Fabrice Epelboin a dit, parce qu'il a tout réussi. Donc, c'est notamment enseignant à Sciences Po, mais serial entrepreneur, c'est un start-upper français. Et donc, il est aussi enseignant dans diverses organisations à Paris. Et il a, selon moi, le mieux compris le rapport de force. Parce que la fermeture de Twitter, on croyait que c'était un mythe, mais au Brésil, c'est devenu une réalité. Sauf qu'au Brésil, c'est le juge de la Cour suprême, etc. Donc, c'est pas breton. Voilà, c'est pas breton. Donc, maintenant, le rapport de force, soyons clairs. Et encore une fois, Fabrice Epelboin a fait toute la liste. Petit 1, la Gigafactory à Berlin. Bon, très mignon. Mais Musk, c'est un maître d'industrie dans une période où l'Allemagne se désindustrialise. Donc Musk, quand il a installé la Gigafactory, il n'a pas installé à Paris. Tu nous rappelles ce qu'est la Gigafactory au passage? Donc ce sont les gigantesques, giga pour milliards, gigantesques usines de batteries que Tesla opère, qui sont les plus grands fabricants de batteries au monde. Et en effet, Tesla a les meilleures économies d'échelle, puisqu'évidemment, quand on a une super usine, on produit moins cher à l'unité. Et donc Musk a inventé ces gigafactories, il peut être crédité de ça, et son appareil de production est remarquable. Et en effet, on peut, certains universitaires refusaient cette comparaison, mais on peut le comparer à Henry Ford pour ça, parce qu'il a innové considérablement en matière industrielle, il faut le reconnaître. Et ces gigafactories, donc emploient énormément d'employés, créent beaucoup de valeur. Il ne les a pas ouvertes en France, ça va de soi, il les a ouvertes en Allemagne. Donc, Ursula von der Leyen, un coup de téléphone de la chancellerie, et c'est terminé. Ils disent, attendez, on ne va pas se mettre à dos le mec qui produit tant d'emplois en Allemagne, et qui paye tant d'impôts en Allemagne. Et puis, il n'y a pas que ça. Epelboin nous fait la liste complète, comme je te le disais. Il y a le programme spatial européen. Sans SpaceX, c'est quand même fou. On dit, Musk, il n'y connaît rien. Ah oui, il n'y connaît rien. Mais attendez, il a les mêmes ingénieurs qu'Ariane. Peut-être même qu'Ariane avait de meilleurs ingénieurs que lui. D'ailleurs, Ariane, très belle boîte au demeurant. Mais Ariane, bureaucratisée par l'Agence spatiale européenne qui l'empêchait d'être très très innovante, comme par exemple de faire des lanceurs réutilisables. C'est pas de la faute à Ariane, je peux en témoigner, c'est de la faute à l'Agence spatiale européenne, qui a dit, nous, on ne voudra pas lancer des satellites sur des lanceurs d'occasion. Mais je ferme cette parenthèse. Et bien le résultat, c'est qu'il n'y a pas de programme spatial européen sans Elon Musk. C'est fini. Et il n'y a qu'à voir comment il sauve la mise aujourd'hui des cosmonautes qui sont dans la station et que Boeing a laissé tomber. Donc, il y a ça. Pas de programme spatial européen sans Musk. La Gigafactory à Berlin, c'est Musk. Et il n'y a pas de guerre en Ukraine sans Musk. Il n'y a pas de guerre en Ukraine sans Musk. Les satellites. Oui, les satellites. Et il y a encore d'autres trucs. Donc, le rapport de force, honnêtement, il est monstrueusement en faveur de Musk. Donc tu penses qu'une fermeture de X en France, c'est absolument... Le seul truc qu'ils auraient pu faire, c'est une prise d'otage, parce que Paul Durov, il est pris en otage. C'est un otage économique, exactement comme Pierucci. Je compare, pour moi c'est la même chose. Pierucci, donc on rappelle, otage économique des États-Unis dans l'affaire Alstom. Les Américains l'inculpent de corruption, parce que Alstom a ou pas versé des rétrocommissions dans certains contrats, ce que tout le monde fait, mais la NSA a piraté leurs emails, ce qui est illégal, et sur cette base a fourni ça à la justice américaine, qui a fait arrêter Pierucci, et qui l'a jeté en prison. Les Américains, tu connais la méthode, ils te jettent en prison, tu as intérêt à plaider coupable, sinon ils vont te mettre avec des sicarios nicaraguayens pendant 3 ans. Et ensuite, ils vont te faire le diesel treatment, que Pierucci a eu, et que a eu aussi Michael Frances, qui était caporegime, qui était underboss d'une famille mafieuse, je crois que c'était les Colombo, et Michael Frances en parle très bien, mais lui, il était mafieux professionnel, ils ont fait la même chose à Pierucci. Le diesel treatment, c'est si tu coopères pas, à peu près toutes les semaines, ils te changent de prison à 5h du mat. Donc tu perds tous tes amis, tu perds tous tes avantages, tu rencontres d'autres sicarios nicaraguayens qui peuvent peut-être te planter dans les douches, c'est très épuisant, quoi. Et lui, ils lui ont fait ça. Donc ça, c'est un otage économique pour acheter Alstom à l'époque. Donc on ne dira jamais assez à quel point Pierucci est un héros. Et je suis ravi de le redire dans ton émission. Et bien Pavel Durov, c'est la même chose là. Alors ils lui font pas le diesel treatment, ils le mettent pas avec des sicarios, mais il est coincé en France pour pouvoir faire pression sur Telegram. La seule façon de faire pression sur X, ça serait de coincer Musk.
Musk en est parfaitement conscient, il ne va pas refoutre les pieds en Union européenne. Et Breton, lui, il s'est ridiculisé. Il s'est ridiculisé. L'Union européenne, c'est von der Leyen qui l'a fumé, honnêtement, parce qu'elle n'apprécie pas qu'un petit gars comme lui décide de la ramener. Pour elle, c'est elle la seule maître à bord. Et donc, elle n'a pas apprécié non plus les coups de fil qu'elle s'est pris des industriels allemands qui lui ont dit « Mais qu'est-ce qu'il fait, l'autre con, là? Nous, on a une gigafactory, on est très contents. » À une époque où on se désindustrialise, à une époque où BASF et Porsche ouvrent des usines aux États-Unis. Enfin, c'est quand même très grave. T'as une Porsche pour la première fois qui va être fabriquée aux States. Je ne sais pas si tu te rends compte. Donc, c'est le symbole pour les Allemands. Porsche, l'étalon de la Deutsche Qualität. Donc, le fait comme ça d'avoir cette désindustrialisation, ça arrive pile poil au bon moment pour Musk, pour avoir un maximum de levier politique. Et c'est bien pour ça que Mélanie draguait Musk, dans les deux sens du terme d'ailleurs, parce qu'elle l'adule complètement et elle lui fait les yeux doux aussi bien politiquement que personnellement, eh bien, au point qu'elle lui avait offert le Colisée pour son combat avec Zuckerberg. Parce que tu sais que Musk et Zuckerberg avaient envisagé de faire un combat de MMA, parce que les deux pratiquent le MMA, et Mélanie avait autorisé l'utilisation du Colisée pour ce combat, pour faire, tu sais, comme Chuck Norris et Bruce Lee. Donc, bon, Mélanie lui faisait les yeux doux pour qu'il ouvrit une gigafactory en Italie du Nord, où, en effet, l'Italie du Nord, c'est la petite Allemagne de l'Italie. Ça aurait pu être très crédible, mais au final, il ne l'a pas fait. Donc, il a toutes les cartes en main. Breton s'est ridiculisé, mais ça ne veut pas dire, en effet, que la Commission européenne ne va pas tenter d'autres trucs. Mais comme je te disais, l'idéal, ça serait qu'il le kidnappe judiciairement, quoi. Et justement, tu penses quoi de la réglementation européenne justement sur la modération des contenus en ligne? Parce que c'est une sorte de censure. C'est de la censure. C'est de la censure, c'est flippant. Il n'y a pas de premier amendement en Europe, tu vois. Comment est-ce qu'on peut faire pour la contourner, cette censure? Alors, tu as les VPN. Tu as les VPN, évidemment. Ah, tu as vu qu'au Brésil... Oui, $8 000, plus de $8 000. Je rappelle que le salaire médian au Brésil, c'est 1 700 par mois. Et encore, un salaire médian, ça veut tout et rien dire, parce que le Brésilien donc, moyen... censuré. Et si jamais tu passes par un VPN, tu as eu 8 800 $ par jour. Mais ça y est, ils viennent de la rétracter, cette amende, hein, à l'heure où on parle. Donc, mais c'est grave, en effet. Ça prouve à quel point on peut avoir une dictature des juges. Parce que là, c'est Alexandre de Moraes, juge ultra sulfureux, qui a pris... On a accordé trop de pouvoir aux juges. Celui-là, en tout cas, oui. Puis surtout, on devrait, tu sais, c'est ce que disait De Gaulle, la Cour suprême en France, c'est le peuple. Donc normalement, pour éviter ce genre de dérive, pour éviter qu'on ait un seul autocrate qui envoie d'anciens présidents en prison, comme Lula, qui en censure d'autres, comme Bolsonaro, et qui décide de censurer et qui les libère, justement, qui s'en fait des obligés. Parce que ça, c'est une méthode typique du magistrat corrompu, c'est d'inculper quelqu'un et de s'en faire un obligé. Et vous avez plusieurs journalistes en Suisse qui enquêtent sur des méthodes comme ça de certains magistrats qui se sont spécialisés dans le fait de rendre des services. Tu as certains cantons en Suisse où tu as des procureurs qui peuvent être suspectés d'avoir fait ce genre de pratique, qui peuvent être suspectés d'avoir acquitté telle personne pour s'en faire un obligé, d'avoir allégé la peine de telle personne pour s'en faire un obligé, et de s'être créé ce que les Russes appellent une oprichnina, donc un petit village de gens qui t'appartiennent, avec les oprichniki, qui étaient donc la police secrète du tsar du temps d'Ivan le Terrible, qui sont les obligés et qui, évidemment, les oprichniki, leur métier, c'était d'écraser les boyarim, les boyards, les grandes familles riches, quoi, qui étaient le contre-pouvoir du tsar. Et tu as beaucoup de magistrats qui font ça dans le monde, parce que c'est une vraie méthode. Une fois qu'on te donne ce genre de pouvoir, toi, tu peux dire, écoute, moi, d'un claquement de doigts, tu es inculpé pour pédophilie, d'un claquement de doigts, je requalifie ça au tribunal de police, et puis tu feras à peine 6 mois de prison avec sursis, alors que tu allais en prendre pour 5 ans. Ça, c'est des vraies méthodes mafieuses, mais on sait que des juges font ça. Et quand on a, en effet, donné trop de pouvoir à certains magistrats, eh bien, c'est ce qui arrive inévitablement, parce que, comme le disait le baron Acton, le pouvoir corrompt, et le pouvoir absolu corrompt absolument. Ça doit être quoi pour toi les limites à la liberté d'expression? C'est quoi si on devait... Je sais que tu considères que c'est une tarte à la crème de répondre la loi, mais malheureusement on n'a pas fait mieux. La loi, c'est le moins mauvais système. Comme disait Churchill, la démocratie... Mais à la loi votée par le peuple, évidemment. Pas une loi d'exception. Quand on voit que le Parlement, enfin pas le Parlement européen d'ailleurs, les commissaires européens, von der Leyen présidente de la Commission à l'époque, mais a censuré RT et Sputnik, alors que je rappelle qu'en pleine guerre froide... Alors qu'RT France, en l'occurrence... Oui, c'était une boîte qu'ils ont mise en faillite, comme ça, en foutant des journalistes. Bien sûr, ils n'avaient rien fait d'illégal. C'est bien pour ça qu'ils l'ont censuré illégalement. Parce que russe, mais parce que aussi, ils n'avaient rien contre eux, d'un point de vue légal. Et je rappelle que pendant la guerre froide, et c'est ce que rappelle le colonel Beau en Suisse, il disait, mais nous, on trouvait la Pravda. En pleine guerre froide, quand il y avait des menaces nucléaires, quand il y avait la crise des missiles de Cuba, quand il y avait les tanks, l'exercice Able Archer,
on pouvait lire la Pravda en France. On pouvait lire l'Humanité, qui était réputée 100% alignée sur le Kremlin, notamment en matière de position diplomatique sur la guerre en Afghanistan. Donc, dans cette période-là, on avait plus de liberté d'expression. Je ne sais pas si tu te rends compte des implications. De se dire on avait plus de liberté d'expression pendant la guerre froide, à un moment où les missiles nucléaires se faisaient face en Europe, on pouvait lire la Pravda, maintenant on ne peut plus. Tu as beaucoup parlé des États-Unis tout à l'heure. Alors justement, là, c'est dans peu de temps. Il y aura cette élection présidentielle qui fait tant parler. Donc, on aborde un peu cette élection présidentielle américaine. Qu'est-ce que tu as pensé d'abord de la tentative d'attentat sur Donald Trump? Alors, tu sais que mon opinion, c'est qu'ils lui ont fait une Kennedy, et c'est mon opinion, ça, je ne demande C'est quand même digne d'un film, au passage. Voilà, je ne demande pas aux gens d'adhérer à mon point de vue, mais en tant que journaliste citoyen, j'ai été aussi éditorialiste 7 ans au Point, enfin ça fait un certain temps maintenant que je roule ma bosse en matière journalistique, et j'ai interviewé beaucoup de journalistes d'investigation. Ma religion est faite là-dessus, c'est vraiment une opération dite de l'État profond. Donc l'État profond, on rappelle ce que c'est un terme de l'immense diplomate et poète canadien Peter Dale Scott, qui faisait référence à la permanence de certains hauts fonctionnaires aux États-Unis. Dans l'administration américaine, on a des gens qui voient passer des présidents. Le meilleur exemple, c'était John Edgar Hoover. J. Edgar Hoover, il a vu passer, je crois, 7 présidents, un truc comme ça. Et il est toujours été là, parce qu'il avait des dossiers sur tout le monde. Et il avait même tenu tête à son supérieur hiérarchique, Robert F. Kennedy, senior. Robert F. Kennedy, qui était Attorney General, donc ministre de la Justice aux États-Unis, qui demandait des dossiers du FBI, et lui, il disait, vous vous inquiétez pas, ces dossiers sont en sécurité. Tu t'imagines, tu dis à ton boss, je veux voir le dossier machin sur un truc sensible. T'inquiète, il est en sécurité. Non, mais je veux le voir. Non, t'inquiète, je gère. Il est en sécurité. Tu ne peux pas répondre ça à ton boss. J. Edgar Hoover pouvait répondre ça à Robert Fitzgerald Kennedy Sr. C'est ça l'État profond. Ça manifeste l'existence d'un État profond. Parce qu'à partir du moment où tu as un mec qui a vu passer plein de présidents et qui dit à son supérieur hiérarchique élu par le peuple, enfin en tout cas qui fait partie d'une administration élue, qui lui dit « Non, mais t'inquiète, tu le verras pas, mais je m'en occupe ». Il te désobéit, c'est de l'insubordination. C'est de l'insubordination liée au fait que le type est à la tête d'une machine qui passe à travers les présidents. C'est ça l'État profond. Eh bien, selon moi, la tentative d'assassinat sur Trump est évidemment une tentative de l'État profond. D'ailleurs, c'est ce que pense Robert Fitzgerald Kennedy Jr. Ah mais complètement. Et je rappelle que le terme complotiste a été passé à la mode, et on en a les preuves aujourd'hui, c'est historique, c'est même de la philologie, c'est l'étude de l'origine des mots, à savoir... ça a été passé à la mode par la CIA pendant l'assassinat de Kennedy. Les gens qui remettaient en cause la commission Warren, dont je te rappelle qu'on sait qu'elle est fausse. Maintenant, la commission Warren, on sait qu'elle a menti au public américain. La commission Warren disait que c'était donc un tireur isolé, Lee Harvey Oswald, qui avait tiré Kennedy comme ça à la one again, sans aucun lien, sans aucune aide extérieure. La commission Warren était aussi contrôlée par un certain monsieur Dulles, qui était le patron de la CIA, et qui avait toutes les raisons de détester Kennedy, et qui ne s'en cachait pas. Donc Robert Fitzgerald Kennedy Jr., actuellement soutien de Trump, a clairement déclaré que selon lui, c'était la CIA qui avait tué son père, Robert Fitzgerald Kennedy Sr., et son oncle, John Fitzgerald Kennedy, à Dallas. Et je suis tout à fait de son avis. Tu crois dans les chances de Trump, toi ? Oui, alors là, il a tellement de chance, mais il a tellement de chance qu'ils ont essayé de l'assassiner. C'est ça qu'il faut voir. C'est qu'on sait que les élections de 2020 ont été truquées. À minima, pas forcément, je ne parle pas des machines à voter et du bourrage d'urnes, qui sont des possibilités sérieuses, mais je parle à minima médiatiquement. On a les preuves aujourd'hui factuelles, c'est pas une discussion, c'est factuel, que le FBI a interféré avec la presse pour empêcher de sortir les affaires de corruption du clan Biden. On en a la preuve. Les Twitter Files, donc les Twitter Leaks, et puis d'autres fuites ont démontré que non seulement le FBI avait interféré avec la presse, ce qui est illégal encore plus en matière d'élection, pour empêcher l'affaire de corruption de Hunter Biden de sortir, et du clan Biden en général, Burisma, etc., donc entreprise en Ukraine qui reversait de l'argent illégalement à Biden senior et à Biden junior aussi, mais d'autre part, on a la preuve que la CIA a été derrière, et ça c'est factuel, j'insiste, c'est complètement publié. La CIA était derrière l'intoxication selon laquelle Trump était à la merci des Russes, le fameux Russian hoax. Le fait que Trump aurait été soi-disant contrôlé par Poutine parce qu'il aurait peut-être des vidéos compromettantes sur lui, alors que les vidéos compromettantes, c'est plutôt du côté des Biden qu'il fallait les chercher. Et ça, c'était faux. On a la preuve que la CIA a fait témoigner de ses agents à elle pour donner de la crédibilité à ce truc qui était faux. Parce que Trump voulait réformer la CIA. C'est ça, l'État profond. Donc, en effet,
je pense qu'il a toutes ses chances parce que sinon il ne s'acharnerait pas à ce point sur lui. Il ne serait pas en train de... Je rappelle qu'il a été condamné pour 34 felonies, crimes, felonies. On parle de crimes, alors ça serait correctionnel en France quand même, mais certains seraient peut-être cours d'assises, du type ou en écriture publique, même s'il n'était pas fonctionnaire à ce moment-là. Donc, c'est gravissime. Ils lui ont fait faire un mugshot, tu sais, la photo de police, comme un malfrat, et donc condamné à 34 felonies, et ensuite après tentative d'assassinat. Et j'oublie 2 tentatives de destitution, pendant sa pauvre présidence de 4 ans. 4 ans. C'est rien, 4 ans. Il a été président 4 pauvres années, ils ont tenté 2 fois de le destituer. Bon. Donc oui, s'il n'avait pas ses chances, il ne jouerait pas autant de cartes pour essayer de l'abattre. J.D. Vance, son colistier. C'est quelqu'un de très intéressant. Là, je vais reciter Fabrice Epelboin sur lui, qui a une analyse intéressante, même si à gauche, très à gauche même, dans le cas de Fabrice Epelboin, non pas que Fabrice Epelboin soit très à gauche, mais son analyse de J.D. Vance étant typiquement une analyse très à gauche. Et je lui en tiens par rigueur, il a tout à fait le droit, et c'est même, selon moi, une bonne analyse, mais il faut savoir que selon moi, il y a ce biais-là. J.D. Vance, et je le comprends parce que J.D. Vance, il est contre l'avortement, typiquement. Donc, en effet, là, pour nous, en France, c'est quand même choquant. Là, on est dans le... C'est du niveau des Polonais, si tu veux, ou de Malte, tu vois, pays très catholique, où l'interruption volontaire de grossesse est interdite légalement à Malte. Donc, les jeunes femmes qui doivent en faire une doivent aller en Sicile pour pouvoir en faire une. Donc, en effet, ça fait un peu médiéval. Et J.D. Vance, de ce point de vue-là, je suis bien d'accord, pour nous, les Européens, a cet aspect médiéval sur cet aspect-là. Mais par ailleurs, c'est quelqu'un d'extrêmement charismatique. Il est tellement charismatique qu'on le voit même limite donner le tempo d'une interview avec Trump, où c'est impressionnant. Enfin, il a mon âge, J.D. Vance. Hein. Il met la main comme ça à Trump. T'inquiète, je vais répondre. Limite, t'as mal répondu. Enfin, et Trump le laisse faire. C'est exceptionnel. C'est pas Kamala qui ferait ça. Kamala, c'est les autres qui lui mettent la main comme ça, qui disent oh arrête de dire des conneries. Kamala, tu dis n'importe quoi. Elle a dit qu'elle avait travaillé au McDo. Elle a jamais travaillé au McDo. Enfin, elle enchaîne les conneries parce que de la même façon que les médias avaient caché la sénilité de Biden, aujourd'hui il va falloir cacher la bêtise de Kamala Harris, qui est vraiment pas quelqu'un de compétent. Il y avait plein d'élites au sein du Parti démocrate qu'ils auraient pu nommer, notamment Tulsi Gabbard, qui est quelqu'un de brillantissime. Bah, manque de peau, Tulsi Gabbard, elle a tellement été mise sur une voie de garage chez les démocrates qu'aujourd'hui elle soutient Trump. Mais elle, c'est la femme brillante. Donc pour en venir à J.D. Vance... Vous pensez à la femme d'Obama aussi. Oui, bah, alors, mais je dirais pas qu'elle est vraiment brillante. Elle est très charismatique, Michelle Obama. On dit qu'elle est très brillante. Ça, c'est plus compliqué. Je parle en politique, hein, comme avocate peut-être, mais en matière politique, je ne l'ai pas vu démonter beaucoup de gens en débat. Le serial killer, c'est Trump. Et Trump face à Michelle Obama, par exemple, pour moi, il la mange toute crue. Alors que Trump face à Barack Obama, qui est un gigantesque débatteur aussi, et qui est quelqu'un de remarquable sur le plan de la communication, là, à mon avis, ce serait un choc des titans. Là, ce serait un truc, ça serait Ali Frazier, quoi. C'est-à-dire un des deux qui doit mourir à la fin du combat quasiment. Mais voilà, tu sais que j'aime beaucoup la boxe poids lourd, j'aime bien comparer. Mettre Trump face à Michelle Obama, bon, c'est mettre Ali face à Tyson Fury. Trump quoi. Pour la France et pour le reste du monde. Ah bah beaucoup de choses, parce que pour l'Europe déjà, ça pourrait signer la fin de l'OTAN. Donc, tu sais, Trump, faut jamais oublier qu'il est jacksonien. Son modèle, c'est Andrew Jackson. Un président qui était populiste. D'ailleurs, il a fait installer donc, le portrait d'Andrew Jackson à la Maison-Blanche, dans le bureau ovale. C'est pas typiquement le président dont veulent... Tu sais, les présidents américains, c'est un peu comme les papes. Tu vois, ils prennent un modèle. Il y a une figure tutélaire à leur papauté, ou à leur administration. Évidemment, pour Barack Obama, c'était Abraham Lincoln. Tant mieux, Abraham Lincoln, c'est le plus grand politicien de l'histoire de l'humanité. Les Romains n'ont jamais produit un politicien de la trempe d'Abraham Lincoln. Toute l'Europe, dans toute son histoire, n'a jamais produit un politicien de la trempe d'Abraham Lincoln. Notre meilleur politicien de tous les temps, c'est De Gaulle. Et j'adore De Gaulle, mais je dois reconnaître qu'Abraham Lincoln est à des années-lumière au-dessus. Il a réussi à éviter une guerre civile, De Gaulle aussi, parce que c'était la guerre civile en 1944, faut pas l'oublier. Je rappelle que les communistes voulaient massacrer, eux ils voulaient 500 000, ils voulaient pas 50 000 exécutions, ils en voulaient 500 000. Et ils avaient des raisons d'en vouloir 500 000, mais je ferme la parenthèse. Donc Obama, c'était Lincoln. Alors pour moi, il l'a trahi, mais c'est un autre débat. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme par exemple quand le pape décide de s'appeler François. C'est François I, techniquement. Il n'y a jamais eu de pape François. Et ben, quand Trump décide de mettre Andrew Jackson, ça n'est pas arrivé. Ça. C'est une figure tutélaire d'une administration américaine qui n'a pas de précédent. À ma connaissance, je crois avoir bien vérifié, à ma connaissance, il n'y a pas de précédent à ça. Et c'est pas un hasard. Andrew Jackson était un populiste,
revendiqué, était là pour lutter contre les politicards classiques, et il le revendiquait. Il a résisté à des tentatives d'assassinat, donc il est devenu encore plus jacksonien aujourd'hui, Trump, encore plus. Parce que le fait d'avoir survécu à une tentative d'assassinat, dont je rappelle que même la presse a tenté de dire que c'était pas une tentative d'assassinat, que c'était un éclat de prompteur, enfin, fallait voir les conneries qui ont été écrites par Newsweek, hein. On accuse certains médias alternatifs de faire de la désinformation. Newsweek a désinformé sans pitié en titrant peut-être que Trump n'a pas été, il n'y a pas eu de tentative d'assassinat finalement. Ils ont titré ça. Donc, si Trump est élu, avoir un jacksonien au pouvoir, ça a plein de conséquences. L'Union européenne va se retrouver seule. L'empire américain d'Orient pourrait être coupé. On pourrait vraiment on a affaire aujourd'hui à l'empire américain comme l'empire romain. Il ne faut pas l'oublier, ça. L'empire américain, c'est l'empire romain. À savoir que le Lincoln Monument aux États-Unis, Lincoln, il est posé sur 2 faisceaux, les faisceaux de licteurs. Ça a donné le mot fasciste. Lincoln n'était évidemment pas un fasciste, mais les 2 faisceaux de licteurs qui sont les symboles de l'Empire romain, qui représentent en quelque sorte le fait que l'union fait la force, et qui sont sur le passeport français aussi. Le faisceau de licteurs est un symbole de la République française. Et c'était le symbole, bien sûr, de la Rome antique. L'aigle, les éclairs, les branches d'olivier. Le symbole du département de la défense américain, le DoD, le Pentagone, c'est un aigle qui tient à la fois un rameau d'olivier et des éclairs. Il n'y a pas d'olive aux États-Unis. C'est un symbole romain. Donc l'Empire américain, comme l'Empire romain aujourd'hui, enfin, comme l'Empire romain à l'époque, est en plein arbitrage entre nation et empire et est en plein reflux. Reflux à la suite de la guerre froide, où il a cru être tout-puissant, et 30 ans plus tard, on voit qu'il a été excessif. Et ce reflux, Trump veut l'accompagner. America first. L'Empire américain, je m'en fous. Trump l'a clairement dit. C'est pour ça que l'État profond veut le flinguer. L'Empire américain, Trump, il s'en fout. Et c'est pour ça qu'il passe pour un nationaliste. Parce que lui, il veut arbitrer entre la nation et l'Empire en faveur de la nation. Donc lui, c'est America first. Et bien ça fait que l'OTAN ne sera plus financée, que l'Union européenne devra avoir son propre budget de défense. Il dit qu'il arrêterait toutes les guerres. Hein. Alors, est-ce qu'il peut le faire? Pour l'Ukraine, oui, il peut. Sauf si, entre-temps, l'Union européenne décide de la reprendre, mais il peut. Et ensuite, pour le conflit israélo-palestinien, je ne crois pas. Alors, il pourrait, bien sûr, si demain les États-Unis arrêtent d'armer Israël, le conflit s'arrête. Mais il ne peut pas politiquement. Sa plateforme électorale ne lui permet absolument pas. Trump, il a besoin des voix de l'AIPAC. Il ne peut pas, comme ça, à la one again, décider de dire on va faire pression pour que le conflit s'arrête. Donc, pour le Moyen-Orient, j'en suis pas si sûr, même si il faut reconnaître que Trump, les légalistes ne l'aiment pas, parce que c'est lui qui a dit Jérusalem est la capitale d'Israël. Mais Trump, c'est un négociateur. Et il sait que les attentions, les marques comme ça, lui, il se dit, si mettre Jérusalem capitale peut m'obtenir une reconnaissance peut-être de la Cisjordanie, je sais que ça paraît fou, parce que le beau-fils, Jared Kushner, de Trump, est totalement contre la solution à 2 États, et lui, il est totalement pour le fait de faire dégager tous les Palestiniens. Il l'a dit à plusieurs reprises, il voulait faire dégager tous les Gazaouis, 500 000 par-ci au Canada, 500 000 par-là au Rwanda, ça a vraiment été évoqué. Et lui, donc ça paraît difficile pour Trump, qui a ce beau-fils-là, d'envisager une solution à 2 États, mais en fait, Trump est plus compliqué que ça, Trump est plus imprévisible que ça. Mais je suis beaucoup moins optimiste sur sa capacité à résoudre le conflit israélo-palestinien, même si l'attitude de Trump vis-à-vis de l'Iran était quand même très spéciale, c'est-à-dire qu'il aboyait beaucoup et il a fait des assassinats ciblés, Qassem Soleimani typiquement, le général, mais en même temps il était complètement contre la guerre en Iran. Complètement, alors qu'il y avait des faucons qui demandaient que ça, et que Netanyahou lui-même rêve d'une guerre en Iran, et il rêve que ce soit les États-Unis qui la fassent, ça va de soi, parce qu'Israël ne peut pas faire la guerre à l'Iran. Donc, mais c'est Netanyahou, c'est pas Israël, attention. Il y a plein l'ancien chef du Mossad notamment, qui a clairement dit que ce serait une connerie, et qui se rend bien compte des conséquences que ça aurait. Donc, Trump, il peut arrêter la guerre en Ukraine demain, oui. Au Moyen-Orient, c'est plus subtil. En parlant du Moyen-Orient, justement, l'évolution de ce conflit, tu la vois comment? Quel regard tu portes justement sur ce qui se passe? Alors, Netanyahou veut faire péter la région. Et il a plusieurs raisons pour ça, mais il veut faire péter la région sans demander l'accord de la Knesset qui ne le lui donnerait jamais. Donc Netanyahou, depuis des années, c'est ce que lui reprochaient tous ses interlocuteurs, hein, c'est ce que lui ont reproché Jacques Chirac, Barack Obama. Il y a une raison pour laquelle Netanyahou, tous les chefs d'État qui l'ont fréquenté ne peuvent pas le saquer, même les plus favorables, pas forcément à sa forme de sionisme, mais disons à l'existence de l'État d'Israël, mais pas forcément au sionisme révisionniste, qui est une version très minoritaire du sionisme, mais que Netanyahou arrive à infiltrer en Israël avec beaucoup de brio, il faut lui reconnaître, eh bien, tous les chefs d'État ne pouvaient pas le saquer,
Sarko, Obama, Chirac et même Trump, parce que ils savent qu'il essaie qu'il essaie de causer une guerre majeure. Et ça date du 11 septembre. En fait, au 11 septembre, les Américains ont eu un chèque en blanc pour détruire tous les pays de la région, remodeler le Grand Moyen-Orient et rester légitimes, ce qui est fou, en dépit des crimes de guerre dont ils sont responsables en Irak. Je rappelle que Julian Assange est en prison parce que Chelsea Manning et d'autres ont démontré que les Américains ont réalisé ont eu des crimes de guerre, perpétré des crimes de guerre en Irak pendant la deuxième guerre d'Irak. Et malgré ça, ils sont restés légitimes parce qu'ils avaient été attaqués en septembre. Donc évidemment, quand on a Pearl Harbor, on fait ce qu'on veut. Quand on a Pearl Harbor, on peut faire 2 bombes Hiroshima-Nagasaki, 2 bombes sur des civils. Typiquement, Netanyahou a instrumentalisé le 7 octobre de la même façon. Il s'en revendique. Il a dit c'est notre Pearl Harbor à nous. Donc ça va chier et on va faire Hiroshima sur Gaza. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu plus de bombes qui sont tombées sur Gaza que sur Dresde. Ça, c'est un point très important. Certains commentateurs disaient « Ah oui, mais justement, à Dresde, mauvais exemple, parce que l'Allemagne nazie... » Non, mais pardon, la bande de Gaza, c'est pas l'Allemagne nazie, ils n'ont pas de chars, ils n'ont pas un programme nucléaire, ils n'ont pas la capacité de rayer de la carte plusieurs nations européennes, ils n'ont pas la capacité de faire des camps de concentration. Quand bien même ils en auraient eu, le Hamas, parce que c'est même pas, les Gazaouis ne sont pas tous membres du Hamas, quand bien même ils en auraient eu l'intention, ils n'en avaient pas les moyens. C'est ce que dit même, tu sais, le grand maître yogi indien Sadhguru. Il dit, vous savez, il y a plein de gens qui sont comme Hitler. Le problème d'Hitler, c'est qu'il était organisé, c'est qu'il était capable, il avait les moyens de sa folie. Mais il y a plein de gens qui pensent comme lui, qui n'ont juste pas les moyens. Donc il faut être capable de distinguer les deux. Or, sur Gaza, sont tombées plus de bombes que sur Dresde, en termes de kilotonnes. Et même aujourd'hui, plus de bombes, en termes de kilotonnes, de milliers de tonnes de TNT équivalent explosif, sont tombées plus de bombes que Hiroshima. C'est un truc de fou quand même. Hiroshima, c'est tombé sur Gaza plus d'une fois, en termes de quantité d'explosifs qui sont tombés. Vous pouvez fact-checker ça, c'est ce qui s'est passé. Tu irais jusqu'à parler, comme certains, de crimes contre l'humanité. Là, aujourd'hui, il y a une enquête, ça paraît logique. Enfin, quand tu regardes le nombre de bombes qui sont tombées, et j'insiste, tu as des généraux israéliens qui disent « Nous, on sait très bien que ça ne marchera pas comme ça. Et nous, on vous le dit en off. » Et il y a notamment Plus 972 Mag, qui est un média israélien. Il faut regarder ce que disent les médias israéliens. Ils sont extrêmement libres. Eux, ils ont maintenu une liberté médiatique colossale. Parce qu'ils savent très bien que sinon, ils vont mourir. Ils savent très bien que sinon, ils vont devenir une théocratie, une dictature, ce qu'ils sont à 2 doigts de devenir, selon beaucoup d'analystes, avec la réforme que Netanyahou voulait imposer à la Cour suprême israélienne. Je te rappelle qu'Israël n'a pas de constitution techniquement, donc ça permet de faire des trucs, même si, en France, on a une constitution, tu as bien vu que ça n'a pas été un garde-fou non plus, mais aux États-Unis, ils ont la constitution la plus solide du monde, avec le premier amendement, et comme on dit, le deuxième amendement pour le défendre, à savoir le port d'armes. Mais en Israël, ils étaient passés, selon eux, à 2 doigts d'un coup d'État. Et donc, en Israël, parce qu'ils sont conscients du fait qu'ils sont à 2 doigts d'un coup d'État justifié par la guerre permanente, ce qui est la stratégie classique du Likoud, en effet, ce que lui reproche la gauche, même si la gauche n'existe quasiment plus en Israël, elle a un journal de référence qui s'appelle Haaretz et qui, lui, diffuse son opinion, même si, évidemment, les mecs de droite en Israël détestent Haaretz. Je peux les comprendre. Mais heureusement qu'Haaretz est là parce qu'il y a une diversité d'opinions. Un journal plutôt de la gauche, limite extrême gauche. Plus 972 Mag, qui est un média citoyen israélien, a interviewé des généraux israéliens qui disent non, mais nous on sait que ça n'a aucune raison militaire de faire ça, qu'on ne peut pas éradiquer le Hamas militairement. Je rappelle que l'armée s'est opposée à Netanyahou quand le porte-parole de l'armée israélienne a dit on ne peut pas éradiquer le Hamas militairement. C'est un mensonge. Nous, on reprend ça en France comme des cons, mais dans la presse israélienne, ils en débattent. Eh bien, quand ils ont dit non, on ne peut pas éradiquer le Hamas militairement, ce qui est une réalité militaire objective. Le Hamas, c'est une idée, on ne l'éradique pas militairement. Et en plus de ça, il est en Argentine, au Mexique, au Brésil, et pas que. Et donc, ce n'est pas en vitrifiant Gaza, ce qui est en train d'être fait, que le Hamas sera éradiqué. Eh bien, quand l'armée a dit ça, le porte-parole de l'armée israélienne a dit ça, eh bien, Netanyahou a dit mais rétractez-vous. C'est son supérieur hiérarchique, c'est le chef du gouvernement. Netanyahou a dit rétractez-vous. L'armée a défendu son porte-parole, a dit non, notre porte-parole ne se rétracte pas, parce qu'il a dit la vérité. Donc ça, c'est la situation en Israël. On a des militaires qui savent que ce que fait Netanyahou depuis le début, c'est d'exploiter politiquement les attentats du 7, pour un agenda dont il sait qu'il ne pourra jamais l'imposer par les urnes. Et cet agenda implique une guerre avec l'Iran. Donc, le rêve de Netanyahou, c'était que les États-Unis c'eût été. Car, en l'occurrence, ils l'ont fait. Donc,
c'était que les États-Unis fissent tout de même, puisque c'est passé une guerre en Irak, une guerre en Somalie, bon, c'était encore avant, tout le Moyen-Orient, un petit peu de Liban par-ci, un peu d'Afghanistan par-là, etc. Et le point culminant devait être l'Iran. Parce que ça ne sert à rien de détruire tous ces pays qui sont en effet des menaces pour Israël, à tout le moins politiques, mais d'une façon générale des menaces géopolitiques. Ça ne sert à rien si ce n'est pas l'Iran par laquelle on termine. Le problème, c'est qu'il y a quand même des politiciens aux États-Unis qui ont compris que si les États-Unis s'étaient fait, en langage technique, botter le cul en Afghanistan, et tu l'as bien vu, l'avion c'est quasiment Saïgon, enfin, l'avion qui part comme ça, les images qu'on fait le tour du monde, c'est comme les femmes vietnamiennes qui tendaient leurs enfants aux hélicoptères américains à l'ambassade de Saïgon. Enfin, c'est les mêmes images aussi humiliantes pour l'armée américaine. Dans ce contexte-là, Obama comprend très bien que les États-Unis ne pourront pas faire la guerre à l'Iran. Évidemment, Netanyahou, lui, soutenait McCain. McCain qui voulait bombarder l'Iran, clairement. Quand Obama est passé, Netanyahou a continué bien sûr son influence, il est dans son rôle, c'est son job. Mais il n'a pas obtenu de Barack Obama qu'il fasse sauter l'Iran. Et à l'époque, on avait encore des conseillers historiques, comme par exemple Zbigniew Brzezinski, qui a été accusé très souvent d'être excessivement pro-Israël. Certains ont dit Netanyahou, j'insiste, il faut faire la part des choses entre les deux. Mais en fait, sur certains points clés, quelqu'un comme Brzezinski, qui en plus est catholique romain, ça joue un rôle. Hein, parce qu'il n'est pas protestant, il est catholique. Il est mort maintenant. Quand on l'avait interviewé, on lui avait dit que doit faire l'armée américaine si des chasseurs israéliens survolent l'Irak pour aller bombarder l'Iran au prétexte du programme nucléaire iranien, qui est sujet à caution lui aussi. Eh bien, Brzezinski avait répondu sur une chaîne américaine. Il avait répondu, il faudra les intercepter. Alors, bon, évidemment, la personne qui l'interviewait était, mais comment ça, intercepter ? Il faudra les abattre. Vous croyez quoi, qu'on va prendre un filet à papillons ? On va les abattre. Donc on a quand même Brzezinski qui a clairement dit que les États-Unis devraient être prêts à abattre des chasseurs israéliens s'ils décidaient de bombarder l'Iran. Alors ça, Netanyahou n'a pas du tout apprécié. Brzezinski est mort entre-temps, de sa belle mort, mais l'influence a changé, et aujourd'hui, des Blinken, etc., ne diraient pas la même chose. Mais Israël ne peut pas faire la guerre seule à l'Iran. Et en réalité, même Israël plus l'Iran, plus les États-Unis, ne pourraient pas gagner en Iran. L'armée américaine n'est plus que l'ombre d'elle-même. Tous les analystes le savent, que ce soit le colonel McGregor ou Scott Ritter. C'est 20 ans à peu près, une génération de soldats. La génération qui a fait la guerre en Irak, elle n'est plus là. Et elle était déjà pas fameuse, hein, puisque la guerre en Irak n'a pas vraiment été une victoire colossale américaine. Donc l'armée américaine n'est plus que l'ombre d'elle-même, et je rappelle que l'Irak a été envahi avec une coalition. Là, il n'y aurait pas de frontière qui permettrait d'envahir l'Iran directement, il faudrait passer par la mer, il faudrait des bombardements massifs face à un Iran qui est équipé par les systèmes de DCA russes qui sont en effet, comme le disent plusieurs analystes, comme Xavier Moreau a raison, les meilleurs du monde. La DCA russe est la meilleure sur Terre, c'est factuel. Et donc, l'Iran en est équipé, puisqu'on a vu des Ilyushin ramener des systèmes de DCA et de brouillage. Donc, en l'état, ou comme diraient les juristes, en tout état de cause, ou dans le cas d'espèce, il n'est pas possible aux États-Unis, avec Israël, d'attaquer l'Iran. Et ça emmerde bien Netanyahou. Donc il aimerait bien avoir une raison d'attaquer l'Iran, et il peut en avoir plein. Il y a le Hezbollah, il y a les Houthis, en Ansarallah, au Yémen. Mais pour l'instant, en termes purement militaires, il n'y a pas de scénario où l'Iran est attaquable, surtout maintenant qu'elle a des alliés du poids de la Chine et de la Russie. Et justement, tu considères toi aussi, comme on a pu l'entendre, que le Proche-Orient pourrait être la poudrière d'un nouveau conflit mondial, toi ? Oui. Ah oui, c'est les Balkans mondiaux. C'est ce que Brzezinski appelait les Balkans mondiaux. Donc, faut rappeler le contexte. Bismarck était limite un prophète là-dessus. Il avait dit un jour, une guerre va éclater en Europe à cause d'une satanée connerie dans les Balkans. Bon, c'est exactement ce qui s'est passé en 1914, l'attentat de Sarajevo, et boum. Et il avait quasiment prédit la date. Hein. Il avait dit que c'est à 30 ans près, donc 1884, 1914, il avait prédit ça. Voilà, donc, et c'est évidemment dans cette guerre que le Deuxième Reich de Bismarck a été détruit. Donc il avait tout vu venir. Les Balkans mondiaux d'après Brzezinski, et pas que, d'après aussi Brian Scowcroft, qui est un peu l'homologue de Brzezinski chez les Républicains, même si Brzezinski a aussi conseillé quelques Républicains de façon un peu plus secrète, eh bien, on dit que c'était les Balkans mondiaux dans la même perspective, c'est-à-dire comme les Balkans, ça pourrait faire péter la terre entière. Qui détient les clés de ce conflit ? Israéliens ? C'est essentiellement Israël aujourd'hui. Je sais que c'est pas politiquement correct de le dire, mais c'est essentiellement Israël. Et beaucoup de gens comme Ehud Olmert le voient
en sont conscients, et même donc l'ancien patron du Mossad, dont le nom m'échappe, pas Yossi Cohen, mais celui qui était là avant, que le Mossad est très, très, très politisé en Israël. C'est bien pour ça que Netanyahou a collé un de ses acolytes, à savoir Yossi Cohen à l'époque, qui ne l'est plus aujourd'hui, et parce que le Mossad peut être un contre-pouvoir très fort. Et c'est pour ça que c'est très important de le contrôler. Et le fait que Netanyahou soit parvenu à le contrôler, ça a complètement consolidé son assise politique. Mais d'anciens patrons du Mossad ont à plusieurs reprises, parce que ce sont des gens, même si la gauche israélienne est morte, ces héros sont encore dans les mémoires israéliennes. Je pense notamment à Moshe Dayan, qui était considéré comme un faucon, bien sûr, extrême. C'est lui qui a conquis Jérusalem pendant la guerre des 6 jours. Sauf que Moshe Dayan, c'est aussi lui qui a fait retirer le drapeau israélien du Dôme du Rocher. Quand l'armée israélienne a planté le drapeau israélien sur le Dôme du Rocher, Moshe Dayan a dit « Arrêtez ça tout de suite ». Il ne faut surtout pas jeter d'huile sur le feu. On parle d'un faucon extrême qui était prêt à dégager tous les Palestiniens. Mais en fait, quelqu'un comme Moshe Dayan, qui reste considéré comme un héros en Israël, même s'il est controversé politiquement, parce que beaucoup d'Israéliens considèrent qu'il a fait des erreurs. Moshe Dayan était rentré en conflit avec Menachem Begin, le fondateur du Likoud, la première figure du Likoud en Israël. Et Menachem Begin, donc la ligne du Likoud, c'est le sionisme révisionniste, c'est Jabotinsky, c'est-à-dire Israël doit au minimum récupérer la Cisjordanie qui s'appelle selon lui bien sûr la Judée, et la bande de Gaza, mais peut-être après aussi l'autre rive du Jourdain, puisque le champ de ralliement des sionistes révisionnistes, c'était le Jourdain à 2 rives, sous-entendu la deuxième nous appartient aussi, parce que c'était la Palestine mandataire. Et puis si on veut aller plus loin, l'interprétation de l'édition massorétique du Tanakh, donc, qui a été faite au Moyen-Âge. Mais bon, il ne faut pas dire ça. Je rappelle, dans les manuscrits de la Mer Morte, il n'y a pas marqué « Je te donnerai cette terre entre les 2 grands fleuves », sous-entendu le Nil et l'Euphrate. Mais c'est vrai que dans la Genèse, dans l'édition massorétique, dont j'insiste, elle vient du Moyen-Âge, elle n'est pas contemporaine des manuscrits de la Mer Morte où cette affirmation n'existe pas, il est écrit Genèse, Dieu donne cette terre qui va des 2 grands fleuves, sous-entendu le Nil et l'Euphrate. Ça n'a aucune valeur en droit international, mais ça a une valeur politique très forte. Surtout pour un parti crypto-théocratique comme le Likoud. Je dis crypto-théocratique parce qu'il y a des gens athées au Likoud, mais bon, on ne fait pas carrière en étant athée au Likoud, il ne faut quand même pas déconner. Et eux, en effet, leur position, c'est qu'Israël devrait un jour aller du Nil jusqu'à l'Euphrate. Pour ça... Alors, c'est une position extrême qui est débattue, qui est critiquée en Israël même. Haaretz considère qu'elle est complètement folle. Donc c'est là que je voulais en venir. Et Moshe Dayan considérait qu'elle était complètement folle. Moshe Dayan. Et même, bien sûr, Golda Meir, qui était pourtant la Margaret Thatcher, mais travailliste quand même, de gauche. Margaret Thatcher de gauche, si tant est que ça puisse exister. Golda Meir a rendu le Sinaï, avec les accords de Camp David. Menachem Begin était folle. On a conquis le Sinaï, on le garde. En plus, on va jusqu'au fleuve, la prophétie est réalisée. On est allé jusqu'au Nil, on tient le Sinaï, la prophétie est réalisée. Et toi, démoniaque Golda Meir, horrible Golda Meir, tu as contredit notre Seigneur en rendant le Sinaï. C'était limite une analyse qui a existé en Israël. Donc, on a certains fantômes, c'est là que je voulais en venir, qui peuvent ressusciter une approche rationnelle en Israël. Et ces fantômes, c'est par exemple Moshe Dayan. C'est fou, hein. On pensait qu'un musulman comme moi dirait il faut s'intéresser à ce que disait Moshe Dayan et il faut le brandir dans des négociations avec Israël. Mais oui, parce qu'en fait, il se trouve que je suis soufi. Nous, on considère que Dieu nous donne des leçons chaque seconde qu'il fait, et en particulier face à tous nos interlocuteurs, qui en plus pour les soufis ne font qu'un, parce que pour les soufis, l'humanité est une réalité unique. Donc, tous les humains sont sont les cellules d'un même corps et forment un seul être vivant. Et de toute évidence, pour un soufi, si Dieu a protégé Israël en 67, c'est que cette cellule doit faire partie à un moment donné d'un puzzle qui lui appartient à lui seul, et dont on ne sait pas ce qu'il en fera, mais pour l'instant c'est la situation actuelle. Et donc, il faut se rappeler d'un point aussi important en matière politique, c'est que Netanyahou, il a un super pouvoir politique que les gens ne comprennent pas, en particulier en Europe. Personne n'exploite mieux politiquement l'antisionisme que lui. Je vais répéter cette phrase. Personne n'exploite mieux l'antisionisme que Benjamin Netanyahou. C'est son fonds de commerce. Parce que Netanyahou, sa base politique, c'est de dire aux Israéliens « je vous protège mieux que les autres. Personne ne vous protège mieux que moi ». C'est ce que Netanyahou arrive à transmettre politiquement. D'où, comme Pierre-Yves Rougeron le rappelait, son approche dite du babysitter. Bibi, les surnoms évidemment en Israël, « je suis votre babysitter ». Ça, c'est ce que vend Netanyahou, et
personne n'arrive à lui prendre ce discours politique. Par exemple, quand il est au Congrès des États-Unis, dès qu'il revient en Israël, il dit hey, vous voyez Naftali Bennett faire ça? Vous voyez Ehud Olmert faire ça? Faire une standing ovation au Congrès parce que je contrôle l'AIPAC. Et c'est vrai que l'AIPAC a une allégeance très supérieure à Netanyahou. Bien sûr que l'AIPAC va soutenir qui sera au pouvoir en Israël. Mais quand c'est Netanyahou, l'AIPAC a une sorte de bonus. C'est, je sais pas, un peu comme dans un jeu de rôle, tu vois. Bonus Netanyahou, quoi. Plus 2, force AIPAC, quand Netanyahou est au pouvoir. Parce que c'est Netanyahou qui a fait de l'AIPAC ce qu'elle est aujourd'hui. C'est Netanyahou qui est allé parler à la droite américaine, notamment les évangélistes, notamment les messianistes américains. Ça, c'est le père de Netanyahou et c'est lui qui l'a continué. C'est Benzion Netanyahou, son père, secrétaire particulier de Jabotinsky, et Netanyahou ensuite qui parle un anglais impeccable, qui a fait Boston Consulting Group et qui a fait le MIT, et qui se faisait donc appeler à l'époque Ben Nitai, il était américain, d'ailleurs il avait été envoyé aux États-Unis parce que son père, Benzion, considérait qu'Israël était limite satanique. Parce que le gouvernement de gauche, c'était limite satanique. Le grand Satan de gauche en Israël. Et donc il ne voulait pas que son fils grandisse dans un Israël qui était travailliste. Donc les gens ne comprennent pas, pour terminer, que Netanyahou a cette capacité spectaculaire en politique d'exploiter l'antisionisme pour consolider sa base. Parce que plus l'antisionisme est, médiatisé, plus Netanyahou peut dire « sans moi, vous êtes tous morts. Sans moi, on va vous faire la peau, l'État israélien va disparaître. Je suis le seul à pouvoir vous protéger. » Et c'est comme ça qu'il reste au pouvoir. Malgré toutes les magouilles, malgré toutes les affaires, malgré toutes les conneries qu'il fait, parce qu'il fait des conneries diplomatiques. Pour lui, c'est pas des conneries. Pour lui, c'est quelque chose de transcendant. Mais c'est des conneries, et des conneries très graves. Et je parle même du point de vue de l'intérêt national israélien bien senti. Mais on lui pardonne tout ça, parce qu'il vend l'approche de dire « je vous protège mieux que ce con de Naftali Bennett, que ce blanc-bec plutôt de Naftali Bennett. Naftali Bennett n'est pas particulièrement con, mais ce blanc-bec de Naftali Bennett, ou ce con de Olmert, parce que j'ai accès plus que les autres à l'AIPAC, et je vous protège du grand méchant antisionisme. » Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui n'a pas été compris dans le billard dans la région. Et bien justement, là, tu me tends une perche, la transition est facile pour reparler aussi de ce qui se passe en France à ce sujet. Qu'est-ce que tu penses de l'engouement de la jeunesse en France pour la cause palestinienne ? Il est naturel. Alors ça, c'est quelque chose qui était complètement prévisible. Simplement, la pyramide des Pourquoi ? âges... parce que les jeunes sont toujours du côté des opprimés. Là, quand tu te prends ce niveau de bombe sur la tronche, tu peux le tourner dans tous les sens que tu veux, tu es opprimé, point. Et encore une fois, les généraux israéliens, ils le savent. Ils le disent en premier, oui, on en a créé plein maintenant de gars du Hamas, vous croyez quoi? Là, tout le monde va vouloir être au Hamas demain, ce qui arrange Netanyahou, puisque lui, il voulait avoir comme interlocuteur le Hamas. Sauf que ce qui s'est passé entre-temps, et c'est pour ça que je disais qu'il fait des conneries diplomatiques et qu'il les enchaîne, c'est qu'entre-temps, le Hamas et le Fatah sont allés se parler en Chine. Alors certes, l'Algérie l'avait fait avant. L'Algérie avait réussi, selon sa tradition non alignée, à ramener ensemble toutes les factions palestiniennes et à leur faire signer une déclaration commune. Mais c'était avant le 7. Maintenant, pour rassembler toutes les factions palestiniennes, sachant quand même que personne n'avait arrêté plus de membres du Hamas que le Fatah. Il faut quand même rappeler les choses. Le Fatah en Cisjordanie, donc fondé par Yasser Arafat, personne n'avait arrêté autant de membres du Hamas que... Donc les mettre dans le même panier, c'est complètement un non-sens, mais c'est ce qui est en train d'être fait. Cela dit, maintenant, on a la Chine qui leur a fait signer une déclaration commune, et la Chine a réaffirmé son attachement à la solution à deux États, qui est la bête noire de Netanyahou. Netanyahou, son parti a été fondé pour empêcher la solution à deux États. C'est bien pour ça que Moshe Dayan a perdu sa carrière politique, parce que du temps de Begin, Moshe Dayan, il était l'avocat d'une stratégie plus souple avec les Palestiniens. Ce qui est incroyable. Je veux dire, même dans le monde arabe, on ne le sait pas, ça. Que Moshe Dayan, le faucon avec le truc d'œil, le cache-œil, et qui était vraiment considéré comme le plus grand faucon possible en Israël, en fait, il était pour une stratégie de négociation souple avec des concessions. Quand on est Ariel Sharon ou Menachem Begin, ou pire donc maintenant Netanyahou, les concessions, c'est satanique. J'utilise le terme satanique à dessein. C'est le mal de faire des concessions, c'est le mal. Bon, pour en venir donc à ta question sur pourquoi la jeunesse soutient, c'est normal. La jeunesse est toujours dans ce camp-là. Et c'est ce qu'elle n'a pas compris, en effet, Netanyahou. Il est importé ce conflit en France, d'après toi, déjà ? Dès le début, comme tu l'as vu, dès le début. Parce que c'est immédiat, on est dans une ère de l'immédiateté médiatique. Et en plus, il y a les shorts, il y a TikTok, etc. Et donc, ce qui se passe, c'est que on a, dès le début, les deux factions qui sont informées, en tout cas, ou indignées. Et donc, on voit d'un côté, en Israël, l'indignation suite aux attentats du 7,
Bon, il y a eu des manipulations médiatiques, on le sait. Haaretz a révélé que l'affaire des 40 bébés décapités était fausse. Pourtant, je rappelle que Joe Biden est venu comme ça parler en disant j'ai vu beaucoup d'images dans ma vie, mais celle-là, on sent, elle est horrible. Bon, mais il mentait. Il disait n'importe quoi, et Haaretz l'a confirmé, c'est complètement, la page est tournée là-dessus. Mais rappelez-vous, ça c'est ce que Nassim Nicolas Taleb appelle la pédophrastie, quand on met des bébés dans l'équation, en général c'est qu'on va mentir. En général, rappelle-toi les couveuses de l'affaire Naïma pendant la guerre du Golfe, où on avait auditionné soi-disant la petite Naïma, qui était en fait la fille d'un ambassadeur du Yémen, qui avait dit oui, j'ai vu les soldats irakiens prendre les bébés dans les couveuses et les jeter par terre. Indignation totale. C'était faux, c'était complètement faux, c'était de la pédophrastie de propagande pour justifier l'injustifiable, à savoir les atrocités qui ont été commises, notamment la fameuse autoroute de la mort en Irak, qui était une abomination et qui faisait même faire des cauchemars à George Herbert Bush, le père, le mec intelligent, comme disait Pascal Chéniaud, c'est celui qui a pris l'intelligence pour toute la famille. George Herbert Bush, il était à la CIA. Et lui, il en faisait des cauchemars du Highway of Hell en Irak, parce que c'est horrible, s'ils ont napalmé des gens, c'était abominable. Comment ils ont justifié ça? En disant, regardez les bébés dans les couveuses, c'était faux. Bon. Donc il y a eu de l'indignation des deux côtés, qui a été évidemment transmise par les réseaux. Comme je t'ai dit, tu sais, j'avais un prof de géopolitique qui est palestinien, qui s'appelle Mahmoud Moussa. Et lui, il disait deux choses, qu'il est pour la solution à deux États. Donc lui, il est palestinien, il est 10 fois plus, crédible et surtout légitime, le mot que je cherchais. Tu ne crois pas à cette solution à deux États? Si, toi? moi j'y crois. Alors moi, j'ai à une époque cru en la solution à un État, c'est à celle-là que je ne crois plus. Mais lui, en tout cas face aux gens qui disent la solution à deux États, c'est une trahison des Palestiniens, parce que c'est des deux côtés. On a le Likoud qui dit la solution à deux États, c'est une trahison d'Israël, et on a du côté du Hamas initialement, bien sûr, de la rivière à la mer, du fleuve à la mer, une affirmation que c'est une trahison. C'est pour ça que le Fatah et le Hamas ne pouvaient pas s'entendre. Le Fatah était pour la solution à deux États, le Hamas non. Et c'est pour ça que le Hamas et le Likoud, c'est parfait comme dialogue en quelque sorte, parce que c'est deux qui ne peuvent pas dialoguer. Qui ne veulent pas d'une solution à deux États, dans les deux cas. Et bien sûr, le Likoud, l'Israël reste beaucoup plus puissant que le Hamas, ça va de soi. En termes d'infrastructure, en termes de logistique, c'est incomparable. Donc c'est pour ça que Netanyahou avait voulu créer cette confrontation en faisant monter le Hamas. Et je rappelle que c'est pas moi qui le dis, c'est le Time of Israel, qui avait titré « Pendant des années, Netanyahou a propulsé le Hamas et ça nous a pété à la figure ». Titre du Time of Israel, tu verras pas ça dans Le Monde, tu verras pas ça sur LCI. Mais ça, c'est la presse israélienne qui fait encore son taf. Et limite, on devrait prendre des cours chez eux maintenant pour apprendre ce que c'est que la charte de Munich. Eh bien, pour Netanyahou, c'était parfait. Maintenant, pour en venir... Ah oui, donc mon professeur de géopolitique, il disait, d'une part, la géographie, c'est la destinée. Je vais y revenir sur la France. D'autre part, il disait, même le fils d'un viol a le droit de vivre. Ça, il m'a frappé là-dessus, parce que pour lui, le fils d'un viol, c'était l'État d'Israël. Il disait, bah oui, si nous, les Palestiniens, on a été violés, de son point de vue. Et c'est le point de vue, bien sûr, de l'histoire palestinienne. Mais après, les Israéliens pourraient dire, ben non, le peuple palestinien n'existait pas, c'est leur point de vue à eux, c'est celui qu'ils défendent, notamment dans la presse. Le peuple palestinien n'existait pas, c'est juste des Arabes de plus, c'est ce qu'a dit d'ailleurs Netanyahou quand il était auditionné aux États-Unis. Il avait dit, mais il y a déjà X pays arabes, vous voulez juste en créer un énième, alors que nous, on n'a même pas un seul État pour nous. Et c'est en effet sa ligne d'attaque rhétorique, mais pas que la sienne. Pour le coup, Golda Meir aurait dit la même chose, et Ben Gourion aurait dit la même chose. Mais Mahmoud Moussa, dont les parents ont perdu leur terre, lui il a vécu en exil, etc., disait, écoutez, même le fils d'un viol a le droit de vivre, on ne va pas tuer le fils d'un viol. Bon, bah, Israël est le fils d'un viol de notre point de vue, puisque c'est notre terre qui a été violée, bah, il a le droit de vivre quand même. Par contre, nos droits doivent être respectés aussi, et on pourra trouver une entente. En ce qui me concerne, je pense qu'on pourrait aller vers une solution à 3 États avec Gaza qui serait une cité-État, ce qu'elle a toujours été dans l'histoire, du temps de l'âge de bronze, c'était déjà une cité-État, le Pentapolis, les 5 cités-États de la bande de Gaza. Et la Cisjordanie serait une sorte de Belgique binationale, où on laisserait témoins du rapport de force les colons, qui auraient la double nationalité, mais les Palestiniens auraient enfin un État avec leur gouvernement, leur drapeau. Mais on ne renverrait pas les colons chez eux, puisqu'ils seraient binationaux, comme il y a des Français, des Franco-Belges binationaux, ou des Néerlando-Belges binationaux. Et je pense que l'histoire de la Belgique pourrait résoudre le problème de la Cisjordanie. Mais on ne le veut pas. On ne le veut pas. Ça, Netanyahou, tu lui lances cette idée, il est complètement fou. Donc pour terminer sur ta question, l'importation du conflit, etc., en France, la géographie, c'est la destinée, la démographie, c'est l'avenir. Donc, la France a une géographie et une démographie méditerranéenne. Et la Méditerranée, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'il y a des juifs et des musulmans en France. Parce que la Méditerranée a été l'espace
où les juifs et les musulmans ont le plus évolué dans leur histoire, même s'il y a en effet aussi les Ashkénazes qui, eux, se sont réfugiés en France après la Deuxième Guerre mondiale, comme d'ailleurs on a une très grande diaspora arménienne qui nous a donné des monuments comme Henri Verneuil, je rappelle qu'il était arménien, ou Charles Aznavour, tu vois, dans les deux cas arméniens, Charnour Aznavourian pour Charles Aznavour. Cette diaspora a enrichi la France. On a une diaspora juive en France qui nous a donné de très grands scientifiques, etc., de très grands politiciens. Mendès France, immense figure politique de la gauche française, est un témoin de cela, mais pas que. Certains diraient Léon Blum, même si on l'a un peu surestimé pour le coup. Ça, je n'irai pas jusque-là sur le rapport de force du Front populaire, mais bon, why not? Pas Jean Jaurès, mais Mandel, voilà, c'est plutôt un Mandel. En parlant de Front populaire, comment t'expliques justement que sur la scène politique française, ce soit plutôt l'extrême gauche qui soit pro-palestinienne? Ah bah ça, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis aujourd'hui. Parce que, si tu veux, c'est vraiment les... Ce qui d'ailleurs peut être, on va dire, un argument, un avantage politique pour Kamala Harris, non? Alors, oui, mais en fait, non, ça a bloqué Kamala Harris parce qu'elle a besoin des voix des deux. Et en fait, là, vraiment, ça fait imploser le Parti démocrate. Parce que l'extrême gauche, normalement, c'est les damnés de la terre, c'est Frantz Fanon. Donc, les damnés de la terre, c'est les Palestiniens, il n'y a pas de problème, ils n'ont pas les mêmes droits, etc. OK. Donc, c'est eux. Et puis, le point de vue, bien sûr, c'est qu'ils sont colonisés, puisqu'ils n'ont pas les mêmes droits. Point. À partir de là, l'extrême gauche, normalement, doit les soutenir. C'est complètement logique sur le plan de l'alignement politique. Après, on sait que c'est plus compliqué que ça, parce que l'extrême gauche en France, quand il y a eu la guerre d'Afghanistan, si c'était les Russes qui étaient... Et ça, c'est ce que peuvent leur opposer d'ailleurs leurs critiques. Ils diraient, mais si c'était les Russes qui étaient en Israël, vous ne soutiendrez pas. Enfin, à l'époque, les communistes, si c'était les soviétiques qui étaient en Israël, vous n'auriez jamais soutenu les Palestiniens. Parce que, en tout cas, Mélenchon, on le voit, c'est lui qui porte quand même le plus fort. Absolument. Il a été diabolisé pour ça d'ailleurs, mais c'est logique. Ce que je veux dire, c'est que c'est logique. C'est les damnés de la terre, donc c'est clairement les Palestiniens qui sont... Et puis de toute façon, il y a aussi le fait que c'est le nombre. C'est-à-dire que la diaspora juive en France, je crois que c'est 500 000, un truc comme ça. 500 000 juifs en France. Et pourtant, c'est la deuxième du monde. États-Unis en premier, donc les États-Unis, ça doit être 6 millions, c'est peut-être proche de 7 millions. Et la France, 500, 550. Bon, combien il y a de musulmans en France ? Au moins 6 millions, peut-être même 7, 8, je ne sais plus. Donc évidemment, eux, ils vont se sentir solidaires des Palestiniens. Donc, et eux, alors ils votent pas beaucoup. Mais quitte à être populiste. Par exemple, Trump, il est populiste, jacksonien, je le rappelle. Bon. Il y a beaucoup, d'après toi, de personnes de confession musulmane souverainistes, comme tu l'es, d'ailleurs. Il y en a de plus en plus. Mais tu es véritablement souverainiste. Ouais, je suis 100% clairement souverainiste, en effet. Mais je suis en réalité ni de droite ni de gauche, même si en ce moment je prends plutôt des positions à droite. Mais la réalité, c'est que comme Raymond Aron, je dirais que quelqu'un qui se déclare de droite ou de gauche est hémiplégique et que pour une nation, normalement, il faut savoir faire des tournants à gauche, savoir faire des tournants à droite. Regarde même Jacques Chirac avec la fracture sociale, même si c'était de la bullshit, pas de problème. Il a parlé de la fracture sociale, mais il n'a rien fait derrière. Mais il faut normalement un bon chef d'État. De Gaulle, typiquement. De Gaulle a pris des décisions qui étaient beaucoup plus à gauche que Mitterrand. Enfin, je veux dire, personne n'a autant nationalisé que De Gaulle. Il faut quand même le rappeler, ça. Et personne n'a autant privatisé que la gauche en France, aussi. Donc je me méfie toujours des étiquettes. Il y a des moments où il faut avoir une approche de gauche, il y a des moments où il faut avoir une approche de droite. Pour une nation, c'est inévitable. Sinon, on tourne en rond. Si on part dans la même direction, on n'est que de gauche ou que de droite, à la fin, on va tourner en rond. Et c'est selon moi ce qui s'est passé dernièrement. Donc oui, il y a des musulmans souverainistes en France. C'est pas la majorité du genre, mais il y en a. C'est juste que le souverainisme est considéré comme dangereux parce que voilà, c'est quasiment le nationalisme dont on sait où il nous mène, nous dit-on dans les manuels scolaires. Et donc le mot souverainiste, surtout face à l'Union européenne aujourd'hui, il est très très attaqué. On fait tout pour que d'ailleurs il n'y ait pas de débat sur la souveraineté et qu'il n'y ait pas de débat en effet sur le souverainisme. Alors que par exemple en Israël, il n'y a pas plus souverainiste que les Israéliens. Les Israéliens ont des débats sur le souverainisme en permanence, leur presse a des débats sur le souverainisme en permanence. Jamais Israël ne fera partie d'une organisation transnationale qui la mettrait sous tutelle, ne serait-ce que budgétaire. Typiquement l'Union européenne en France pour le vote du budget. Jamais Israël n'entrerait dans une organisation de type Union européenne. Jamais. Il faut être très, très, très clair. Jamais Israël ne déléguerait une partie de sa souveraineté à une organisation transnationale. Jamais.
Et donc, c'est pas un débat qui est considéré d'extrême droite là-bas, même si l'extrême droite en ce moment, elle va en poupe en Israël. Donc, ça datait déjà de la gauche israélienne. Mais ça ne prend pas le souverainisme en France, finalement. Dans les urnes, excuse-moi. À mon avis, les urnes, les dernières européennes, on l'a vu, tu les connais comme moi. Les européennes, ça ne fait pas beaucoup, le camp souverainiste. Ok, parlons-en sincèrement. D'abord, les partis souverainistes étaient complètement divisés. Bon, c'est une connerie. Kuzmanovic, Florian Philippot, François Asselineau et j'en ignore. Dupont-Aignan. Et pas aux européennes. Non, mais enfin. Là, on parlait des européennes. Mais donc, on avait déjà 3 partis souverainistes. Bon, là déjà, c'est débile. Donc oui, on va droit à la catastrophe quand on a 3 partis souverainistes. Ça commence par là. Ensuite, l'évangélisation souverainiste n'a pas été faite. Les gens ne savent pas ce que c'est que le souverainisme parce que, en effet, la plupart du temps, ce sont les télés qui déterminent les élections et les télés ont interdiction de parler du souverainisme. Interdiction stricte. Sauf pour en dire du mal. Voilà, de dire que la France soit souveraine, que la France puisse décider de son destin, voire même qu'elle revienne à une monnaie nationale pour pouvoir contrôler sa dette et contrôler son commerce extérieur, comme la Suisse, ou bien sûr, ça, c'est ou plus comme possible. la Norvège. Mais si, c'est possible, bien sûr que si, c'est possible. Plein de pays l'ont fait, on ne sera ni les derniers ni les premiers à le refaire. La Suisse, en tout cas, a sa propre monnaie, elle a une balance commerciale bien plus favorable que la nôtre, elle a une économie bien meilleure que la nôtre, elle contrôle ses frontières. C'est un peu plus petit quand même, avec tout le respect que j'ai pour les Suisses. Et la Norvège. Et la Norvège, c'est tout petit. Donc bon, au bout d'un moment, c'est pire que ça, normalement. C'est tout petit, c'est un contre-argument. Parce que être souverainiste en étant petit, tout le monde nous dit c'est pas possible. On n'arrête pas de nous dire, en effet, mais regardez, on est trop petit dans le vaste monde pour être souverainiste. Bah non, regardez, les Suisses, ils le sont, alors qu'ils n'ont que 5 millions d'habitants et quelques. Peut-être 8 millions d'habitants. Bon. Et les Norvégiens, 5 millions, c'est eux, les Norvégiens qui ont un grand pays, mais qui n'ont que 5 millions d'habitants, ils sont souverains aussi. Alors, moins parce qu'ils font partie de l'OTAN, mais ils ont leur fonds souverain, ils ont une dette contrôlée, ils ont une balance commerciale fiable, et ils ont une monnaie exceptionnelle, la couronne norvégienne, avec, depuis leur fonds souverain, encore une fois, tous les Norvégiens pourraient être rentiers. Il faut quand même comprendre ça. Le fonds souverain norvégien est tellement doté aujourd'hui que tous les Norvégiens pourraient être rentiers juste sur la base des dividendes de ce fonds. Donc c'est quand même un succès économique qui est au-delà de l'insolence. Donc oui, bien sûr, on pourrait, mais les médias qui font l'opinion aujourd'hui, surtout dans la génération télé-guidée, télé-guidée, guidée par la télévision, eh bien eux, quand on leur parle de souverainisme, c'est pour leur dire que c'est des partis minoritaires, borderline, complotistes, qui sont pas crédibles. Et donc en effet, c'est pour ça que le souverainisme ne fonctionne pas. Cela dit, les conférences de François Asselineau, par exemple, avaient beaucoup de succès en banlieue. Beaucoup. Et c'est pour ça que lui était parvenu à être étiqueté divers, ni de droite ni de gauche, ce que je considère comme très intelligent, parce que, en effet, en matière électorale en banlieue, ça peut emmener loin. Le souverainisme, pour toi, c'est ni de droite ni de gauche? Ah bah bien sûr que non. Il y a des souverainistes de gauche, comme Kuzmanovic ou Alexis Poulain. C'était Chevènement à l'époque. Voilà, et c'était Chevènement à l'époque, mais très bien, et qui avait, que Philippot a connu d'ailleurs, qui avait dit non à la guerre en Irak. Donc en effet, il y avait des souverainistes de gauche. Et en effet, le souverainisme est transpartisan. Il n'est ni de droite ni de gauche. Justement, sur la situation politique française, au-delà de la nomination de ce Premier ministre dont on n'a pas grand chose à faire, tu la vois comment cette situation? Bloquée pour 1 an, 3 ans? Moi, ce qui m'inquiète, c'est le fait qu'on ait pu faire des coups d'État. Par exemple, on a eu une période où on avait des ministres députés. Cette période a existé. C'est un précédent maintenant dans la Ve République. On a eu des ministres. C'est vrai qu'on a même voté d'ailleurs pour la présidente de l'Assemblée nationale. Oui, exactement. Et puis qu'on reconduit la même alors qu'ils avaient été désavoués dans les urnes. Donc c'est gravissime. Mais bon, Jean-Louis Debré a clairement dit ça, c'est anticonstitutionnel. Et Jean-Louis Debré, c'est pas n'importe qui, c'est le fils de l'écrivain, du rédacteur de la Constitution de la Ve République. Donc on parle quand même de quelqu'un qui sait de quoi il parle. Jean-Louis Debré a dit ça, c'est anticonstitutionnel. On ne peut pas avoir, dans un pays qui pratique la séparation des pouvoirs, des ministres députés. Ce n'est pas possible. Il y a l'exécutif d'un côté, il y a le législatif de l'autre. C'est pas possible. Et bien pourtant, on l'a eu. Ça a existé. C'est un coup d'État. Quand on a eu un gouvernement démissionnaire qui, soi-disant, expédiait les affaires courantes, mais comme au final, le nombre de ministres, il n'y en a qu'une quinzaine, vingtaine, donc ça ne devait pas changer grand-chose. C'est grave. Non, mais on viole la loi. Attends, tu ne peux pas dire, j'ai cramé un feu rouge, mais monsieur l'agent, j'avais un date. Non, tu ne peux pas dire ça. Donc, au bout d'un moment, la loi, elle s'impose. Alors, c'est l'état d'esprit, quoi. Ah oui, on fait des trucs, on fait des dingueries, là. D'ailleurs, il aurait pu garder Attal. Dans les faits, il était obligé à rien, Emmanuel Macron. Absolument, il était obligé à rien. C'est pas forcément un coup d'État. Non, mais c'est juste un problème. Macron, quand même,
à minima, d'abord, il est très bien conseillé, et c'est comme ça qu'il a pu faire toute cette manœuvre, où il a réussi, malgré deux... Ah, tu trouves qu'il a été bien conseillé, toi? Il a été superbement conseillé par Colère, et c'est pas moi qui le dis, c'est Pierre-Yves Augeron, il a totalement raison. Et c'est des solutions, au final, tu trouves que c'est... Ah oui, mais regarde le coup de maître. Le mec se prend deux désaveux électoraux, pour pas dire branlés dans les urnes, d'accord? 2 fois, il se prend la claque de sa vie. Il a le même gouvernement. Mais c'est exceptionnel. Exceptionnel. Et avec cette dissolution, etc. Et en plus, pourquoi? Parce qu'il a joué le fait que LFI et le Nouveau Front Populaire, qui n'existent que sur le papier, et le RN, allaient être prévisibles. Et prévisible égale quoi? Égale il refuse de se serrer la main. Il refuse de se serrer la main dans l'hémicycle. T'en as pensé quoi de ça? D'ailleurs, on a reçu ici le jeune député RN à qui personne ne voulait serrer la main. C'est pitoyable. Ce jeune député RN, en l'occurrence, c'est un fils de prolétaire. Donc il y avait un minimum de respect. C'est un élu du peuple. Et Delegu l'a toisé en même... Tu l'as vu cette séquence? C'est débile, on passe pour des cons. Parce que c'est pas un mec du RN qu'on a en face de soi, c'est un élu du peuple souverain. D'accord? Ensuite, Mélenchon, qui est quand même... Malheureusement, Mélenchon, il flotte au-dessus, il plane au-dessus des cadres de son parti. C'est ça son problème, d'ailleurs. C'est qu'en termes de rhétorique, de personnalité politique, il plane au-dessus. Et ça, tout le monde s'accorde à le voir. Alors, il y a Manuel Bompard. Manuel Bompard, il n'a pas le quart du caractère de tribun de Mélenchon. Quand Manuel Bompard, il prend la parole, on s'endort. Parce que c'est un universitaire, il est chiant quand même. Il est brillant, il est intéressant, mais il est pas chiant. Mauvais, Bompard. Oui, mais tu vois Bompard remplir des zéniths comme l'a fait Mélenchon. Je suis d'accord. On va pas, bon. Et même limite remplir un zénith avec un hologramme. Mais tu parles de l'éloquence, c'est vrai qu'il n'y en a plus beaucoup d'ailleurs. Tribun, c'était normalement la gauche française, c'était ça. C'était Jaurès, c'était Georges Marchais, c'était ça, tu vois. Et en effet, Mélenchon, il Jean-Marie Le Pen d'ailleurs. Ah, ça c'était la droite, mais très bon tribun, Jean-Marie Le Pen aussi, il faut le reconnaître, avec une très grande maîtrise de la langue française, qui était assez l'apanage de la droite d'habitude. Et d'ailleurs, toi aussi, petite parenthèse, c'est pas pour te tresser des lauriers, mais d'où tu tiens cet amour à ce point? Vraiment, tu t'exprimes, mais vraiment, je le dis. C'est très gentil, mais je suis pas un animal politique. Notable. Il y a le côté animal politique en sus, tu vois. T'as eu une éducation très stricte. Alors, en fait, par exemple, Pierre-Yves Augeron et moi, on vient de l'école Le Président de Verneuil. Le discours du Président de Verneuil. Et ça, alors, bon, Pierre-Yves, lui, c'est une seconde nature. Dans toutes les prises de parole, tu sens à un moment donné une référence au président de Verneuil, parce que c'est ça qui a déterminé. Tu sais, c'est comme Poutine, par exemple, a fait carrière dans le KGB parce qu'il avait vu une série qui s'appelait 17 moments de printemps, qui était culte en Russie, en Union soviétique, qui parlait d'espionnage. C'était un peu le 17 moments de printemps, une série. Comment on sait ça, d'ailleurs? Ah bah, il l'a dit, il a fait décorer Vyacheslav Tikhonov, qui est l'acteur principal de cette série, et il l'a dit plusieurs fois, c'est en voyant Vyacheslav Tikhonov jouer l'espion dans cette série que j'ai décidé de devenir membre du KGB. Et quand je vivais en Ukraine, je regardais cette série, elle est excellente, avec un jeu d'acteurs. Enfin, c'est les mecs qui ont influencé l'Actor Studio, hein, c'est l'école russe d'acting avec Stanislavski, etc. Et donc ça l'a fondé, si tu veux. Moi, en effet, c'est l'école d'Audiard, etc. La verve à la française, si tu veux, le français a beaucoup de défauts comme langue. C'est une langue surabondante. Quand tu traduis un texte latin en français, tu fais x2. Le latin est très court. Le latin, c'est la langue Twitter, tu vois. Veni, vidi, wiki. On disait veni, vidi, vici. On sait que ça se prononçait veni, vidi, wiki. Veni, vidi, wiki. 3 mots. En français, 9 mots. Je suis venu, J'' est vu, j'ai vaincu. 9 mots. Donc, le français, et c'est ce qui fait que culturellement, on est un pays de la complexité, Derrida. Alors Derrida, on va jusqu'à, comme dirait mon grand-oncle, sodomiser les lépidoptères. C'est une langue, le français, qui est très amphigorique, très, très lourde, et en effet qui peut permettre beaucoup de nuances, qui est très bonne pour la poésie, mais qui a ce défaut d'être extrêmement lourde, et qui fait que l'anglais, par exemple, pénètre notre langue par son efficacité. Regarde, un chat, vous êtes dans le chat. En français, on traduit ça comment? Clavardage. 3 syllabes, chat. Spoiler, j'ai spoilé. En français, on traduit ça comment? Divulgacher, 4 syllabes. Ah oui, c'est très mignon, divulgacher. On aime bien, c'est élégant de divulgacher. Il y a le jeu de mots entre divulguer et gâcher. Oui, 4 syllabes, d'accord? Les Américains, c'est la langue. Les Anglais, c'est la langue de l'efficacité. Spoil, voilà. Chat. Nous, c'est... Bon, ça, c'est le problème du français. Mais c'est une langue qui est faite pour l'éloquence, en effet. Et tu regardes le discours de Jean Gabin dans Le Président, tu comprends vraiment très bien ce que c'est que l'éloquence à la française, et nous, ça nous impressionne.
Ouais. Donc moi, ça m'a beaucoup impressionné et j'ai fait une thèse de littérature comparée. Donc, j'aime la langue française, j'ai écrit un ouvrage de poésie francophone, j'aime vraiment la langue française, j'ai fait même des raps en français, j'ai produit des raps en français, donc j'ai un amour pour cette langue. C'est peut-être de là que ça vient, mais je dirais, pour revenir à Mélenchon, etc., je ne suis pas un animal politique comme eux. Je voulais faire une petite parenthèse comme une émission un peu, on va dire, hors actu. On n'a jamais parlé tellement ta famille, tes parents, Oui, j'ai eu ton parcours si au tu niveau veux, plutôt enfance. Déjà, si tu veux, d'un point de vue purement familial. Tes parents, ils faisaient quoi Alors, ma mère est passée agrégée de mathématiques par la suite, en fin de carrière, donc par l'avancement, comment dire, l'ancienneté, voilà. Et mon donc père. Ta mère était agrégée de maths. Ouais, mais pas par concours interne, quoi, par avancement. Ils sont toujours en vie, tes parents? Oui, ils sont toujours en vie, et je leur souhaite la meilleure des santé. Et mon père, donc ma mère est docteur en didactique des mathématiques, mon père est docteur en mathématiques. Donc oui, ça c'est clair que ça aide. Ah oui, donc finalement, tu es issu d'une famille très scientifique à la base. Oui, mais elle n'était pas destinée à ça, puisque mon grand-père était ouvrier syndicaliste chez Renault, il a eu son CAP à 54 ans, et il aimait beaucoup les belles lettres, il lisait énormément, il était tout à fait pour l'éducation populaire en autodidacte. Donc mon grand-père m'a aussi transmis l'amour des lettres, en particulier avec le pilier pour tous les autodidactes de gauche en France, qui était Victor Hugo, et donc Le Dernier jour d'un condamné, etc. Donc c'est de là que ça vient. Puis après, tu as le fait que mes racines, je suis donc franco-italien par ma mère et kabyle par mon père. Et j'ai le droit à la nationalité italienne. Je ne l'ai pas demandé à l'époque parce que j'aurais dû aller en Irak, donc c'était pas tellement l'ambiance. J'ai la nationalité algérienne que j'ai acquise. Je ne suis pas né avec, mais j'ai servi dans l'armée française. Et donc j'ai un serment de fidélité aux armes françaises. Et donc en effet, si tu veux l'histoire... Et tes parents t'ont élevé dans l'amour de toutes ces cultures ensemble? Complètement. L'amour de la culture française, l'amour de la culture italienne, l'amour de la culture algérienne, en effet. Et soufis en particulier, puisque je suis affilié à une tarika soufi précisément en Algérie. Donc oui, ça c'est quelque chose qui a eu un impact sur moi, mais comme par exemple la diaspora arménienne ou la diaspora juive en France ou toutes les autres diasporas qui ont ce multiculturalisme, et quand il est bien, parce que moi j'étais censé suivre la pardon de te poser cette question, tu parlais de souverainisme, tu te sens le plus quoi? Pour voir la suite de l'émission, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player depuis le lien en description sous cette vidéo.